Salut tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je suis vraiment excitée aujourd'hui parce qu'on reçoit une femme que j'adore. C'est Marie-Chantal Perron. Je l'aime beaucoup, je la connais pas tant que ça dans la vie, fait que j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses sur elle. Mais juste avant, comme d'habitude, j'aime ça vous lire les commentaires que vous écrivez sur les différentes plateformes. Puis on lit tous vos commentaires, pas dans Ouvre ton jeu, mais on va tous les lire. Et je tiens encore à vous remercier du respect que vous avez pour les invités, parce que peu importe ce qui se dit ici, vous avez cette façon-là de vous l'approprier, de nous raconter vos histoires à travers ces propos-là. Et il y a très, très, très rarement des commentaires désobligeants. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on se sent confiance puis qu'on a envie de réagir. Alors, continuez à réagir autant. Daniel réagit à l'épisode de Stéphanie Lapointe. Alors, Daniel nous dit « Tombez par hasard sur votre émission pour redécouvrir Stéphanie, ancien fan fini de Star Academy. Stéphanie était magnifique, touchante, comme elle l'a été aujourd'hui dans ce podcast, à cœur ouvert. Stéphanie m'a bouleversée à chacune de ses prestations et elle l'a fait aujourd'hui aussi à plusieurs reprises. Félicitations à vous deux. » Et là, il met un PS, puis je trouve ça bien important. Il dit « Un piano-voix avec Stéphanie, avec toi, Stéphanie, serait magnifique. » Beaucoup d'entre vous avez écrit ça parce que c'était un de ses rêves avant Star Academy. Alors, pourquoi pas maintenant nous faire un piano-voix? Je pense qu'on serait de nombreux fans de cet album-là. On a Alex qui nous a fait un commentaire sur l'épisode avec Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, ça fait déjà plusieurs mois et c'est l'avantage que vous avez sur les différentes plateformes parce que tous les épisodes sont disponibles dans leur intégralité et c'est gratuit. Alors, ce qu'il nous dit, Alex, ça fait du bien de voir une autre personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean poursuivre un parcours atypique dans toute son authenticité sans se sentir restreint par la pression sociale, mariage, maison, bébé, si doux, ni de dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. J'écoute cet épisode de Tokyo et bien qu'il date d'un peu plus d'1 an, il vieillit bien. Bien hâte d'écouter sa prochaine apparition sur scène dans ce podcast. Oui, parce qu'on aura la chance de le recevoir une deuxième fois, Mathieu Dufour. Je veux aussi remercier évidemment nos partenaires. Hein, c'est ce qui permet d'avoir tous les épisodes disponibles quand vous voulez. Vous pouvez les écouter de n'importe où. Hein. On nous écoute de Tokyo. D'ailleurs, on salue les gens de Tokyo. Ils doivent être nombreux à nous regarder. Je dis sans rien, mais quand même, c'est intéressant de savoir qu'on peut écouter Ouvre ton jeu de partout. Karine Jonca, notre partenaire principal d'Ouvre ton jeu, elle vous offre 15 % de rabais avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Donc, vous vous rendez sur son site web, vous faites les achats et vous rentrez tout simplement le code promo. La même chose pour Eros et compagnie. Si vous vous rendez sur leur site web, vous avez 15 % de rabais avec le code promo Eros 15. Je vous rappelle que notre partenaire Optoréseau, c'est 86 cliniques indépendantes à travers le Québec et qui essaient le plus possible de répondre aux besoins de leur communauté, aux besoins de leurs clients. Et juste une petite anecdote parce que le pickleball, c'est de plus en plus populaire. Et même moi, là, je commence à avoir le goût d'essayer ça. Je suis pas très sportive, mais José Lavigueur nous disait il y a pas longtemps que ça a été déclaré le sport le plus efficace pour le cœur, pour le corps et aussi pour les échanges avec l'autre parce que c'est souvent à 4 que ça se fait. Donc, ça, au niveau des relations humaines, c'est excellent. Et si je parle de ça, c'est qu'ils ont des verres exprès si vous voulez faire du sport, dont le pickleball. Donc, vous pourrez avoir ce qu'il faut pour jouer parce que c'est quand même important de bien voir la balle. Alors, aussi, le Spa Eastman, qui est un partenaire. Le spa, je vous rappelle qu'il est différent peut-être de l'image qu'on se fait d'un spa. C'est un des premiers au Québec. Il y a 7 pavillons d'hébergement. Ils offrent une cuisine tonique qui est antioxydante. Vous pouvez faire du yoga, du qigong, de la méditation. Il y a aussi des conférences sur différents sujets. Thermothérapie, sauna, hammam, bain chaud et froid. C'est beaucoup de choses. Vous pouvez faire un séjour d'un jour, 2 jours, jusqu'à 21 jours au Spa Eastman. Évidemment, mon équipe super importante, Caroline Dionne à la coordination, Elisabeth Lemieux à la mise en ligne, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Jonathan Fréchette à la création numérique et Étienne Collard à la captation. Alors aujourd'hui,
j'en parlais tantôt, mais c'est notre super Mademoiselle C qu'on reçoit. C'est un personnage qui, personnellement, moi, m'a marqué. Je trouve que ce personnage-là a apporté de la couleur, de l'émerveillement. Et je trouve que ça va bien, évidemment, avec Marie-Chantal Perron. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse et j'ai l'impression qu'on a beaucoup à apprendre d'elle. Alors, place à Marie-Chantal. Et là, quand je regarde Prise 2, qu'est-ce qui joue dans la TV? Prise 2, c'est Histoire de filles. Et là, je regarde cet épisode-là et je me rappelle très bien de cet épisode-là. Et cette journée-là, j'étais dans ma loge et j'étais beaucoup trop moche pour aller travailler. Puis j'avais de la peine. Puis je me disais, asti que je suis pas belle. Asti, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Puis je le dis pas aux autres filles, les autres histoires de filles, là. Et là, je me retrouve des années plus tard à voir cet épisode-là. Je me rappelle du costume, je me rappelle de la coiffure, je me rappelle de tout. Puis j'étais une belle fille. Et là, j'ai fait, OK, là, c'est terminé, là. C'est terminé de pas donner de crédit. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Comme je vous le disais en intro, je suis vraiment énervée parce que cette personne-là, je l'aime. Puis elle a joué un personnage qui m'a marqué. Moi, qui m'a connectée à ma part d'émerveillement. Puis juste regarder la photo du premier de ces films-là, ça me ramène à cette espèce de folie qui m'habite, mais que j'extériorise pas assez souvent. Je parle de Mademoiselle C. Donc, je parle de Marie-Chantal Perron. Salut, Marie-Chantal. Salut. Je voulais te parler de Mademoiselle C juste de même, parce que la photo que tu as prise, la première photo, là, tu sais, t'es comme à semi... Oui, c'est fou, cette photo-là. Moi, elle m'a fait un effet. On comprend le personnage. C'est toi qui as décidé de faire cette pose-là? Hey, ça commence à faire longtemps, mais j'étais avec Richard Tchoupka, qui est le réalisateur. Peut-être... Je me rappelle pas de cette journée-là. Mais oui, je me rappelle dans le sens que je me rappelle que je remonte sur mes orteils. Mais de savoir qui a dit ça va être ça, puis tout ça. On avait essayé plein, probablement, de positions. Puis c'est cette image-là qui est restée. C'était un personnage marquant. Je trouve que c'est un personnage qui a fait du bien à bien du monde. Espèce de... On laisse aller les choses, on laisse... en plus, c'était avec des enfants. Dominique Demers, elle a vu venir des choses sur la différence, l'unicité, tout ça, avant que ça soit peut-être autant répandu que maintenant ça l'est. Donc, d'interpréter cette personne-là, moi, je connaissais pas du tout Mademoiselle C, là, quand on m'a demandé d'aller auditionner, là. Je suis arrivée avec une robe qui a été finalement la robe de Mademoiselle C. Ils ont repris ma robe, ils ont repris le patron, puis ils en ont fait la robe officielle bleue. Mais je me rappelle, j'avais vraiment choisi une robe que j'avais cousue. J'avais fait, ah oui, ça serait intéressant pour ce personnage-là comme audition. Parce que souvent, dans les auditions, ce qui est intéressant aussi, c'est d'amener une idée. Puis quand le personnage apparaît dans la salle d'audition, ben ça peut travailler beaucoup pour toi que si il faut qu'on s'imagine. Donc, j'étais arrivée avec cette robe-là. Puis quand j'ai su que c'était moi, il m'avait demandé les filles, puis il avait refait la robe. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça marquant. C'était lumineux. On a besoin de personnages comme ça aussi, qui sont lumineux, qui donnent de l'espoir. Puis elle me donnait... C'est assez drôle parce que ce personnage-là, moi, je pense que les personnages nous nourrissent bien plus qu'on pense, qui arrivent à point dans nos vies aussi. J'ai ce petit côté-là un peu peut-être... sorcier, je sais pas trop comment dire, mais spirituel là, par rapport à la force des personnages qui arrivent dans nos vies. Des fois, il y a des personnages marquants. Puis, Mademoiselle C était peut-être lumineuse, mais était aussi lumineuse pour l'actrice que j'étais.
Moi, je finissais ces journées-là, là, aïe, là. Mais aïe! J'avais tellement été dans la lumière toute la journée, puis dans l'espoir, puis dans la gentillesse avec les petits-enfants, la patience. Mademoiselle C a beaucoup plus de patience que moi. Mademoiselle C est beaucoup plus lumineuse que moi. Alors, on dirait que ça me nourrissait. Elle me nourrissait au bout de ce personnage-là. Elle allait chercher quelque chose en toi. Oui! Oui, j'ai adoré faire ce personnage-là. Puis c'est touchant parce que maintenant, je me retrouve à 58 ans, puis ils ont à peu près, il y en a une bonne gang qui l'ont vu, là, ils ont autour de 30 ans. Puis je leur vois dans les yeux. C'est comme si moi, je voyais Franfreluche à l'époque. Là, comme, bon. Là, l'autre fois, je suis passée aux douanes. Je suis passée aux douanes avec mon ami Roy, puis on était allés à l'époque faire du bateau. Parce que là, plus là, on y va plus au sud. On y va plus aux États. À l'époque, là, avant le monstre orange. Ouais. Puis on est arrivé aux douanes, puis il y avait une jeune douanière, elle s'était retournée. Avez-vous quelque chose à déclarer? Là, c'est comme... Avez-vous, mademoiselle C? J'aurais pu passer tout le stock que je voulais dans l'auto. Hey, c'était « Allez-y, mademoiselle C, allez-y! » Oh, mon Dieu! Oui, c'est un personnage que les Ah, oui, adorable, adorable. Et ça me fait chaud au cœur. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Je vais super bien. Là, est-ce que tu arrives de la Gaspésie? Oui, il y a 2 jours. Oui, j'étais là il y a 2 jours. Je suis arrivée, je suis là pour quelques jours. Là. Moi, je combine tout. Là. Je vous passe tout un après l'autre. Je vois des amis, je vais travailler, je fais toutes mes affaires. J'ai mon petit pied à terre à Montréal. Il n'y a pas une journée où je me dis pas quelle idée de génie. Parce que tu habites Cap-Chat. J'habite Cap-Chat avec mes 5 chats puis mon capitaine Love. Mais Cap-Chat, on dirait que ce nom-là, c'est pour toi. Ben, ce lieu-là, c'était prédestiné. C'est n'importe quoi. Je mettrais ça dans un roman. On dit « Fais la vie à Matane ». Là, Minou à Cap-Chat. C'est comme ça n'a aucun sens être capitaine. C'est n'importe quoi. J'ai dit « C'était écrit dans le ciel ». Quand je parle qu'il y a des affaires décrites dans le ciel, que c'est ça. Je suis tellement bien. Là. Ça t'a pris combien de temps prendre la décision d'aller vivre là-bas? 2 minutes? Non, j'ai fait des jokes. Mais ça s'est installé... j'ai toujours aimé la campagne, ça, c'est sûr. J'ai eu des chalets, j'ai eu des affaires comme ça. Mais quand j'ai eu mon épiphanie, là, après d'avoir fait l'émission Rencontre au sommet, là, avec Pat Godin, là, puis je me suis retrouvée sur le top des Vallières, là, puis là, j'ai regardé autour de moi, puis il y avait tellement d'air, il y avait tellement d'espace mental. Puis là, je suis revenue, puis j'ai dit à mon chum, il faut qu'on retourne en Gaspésie, je veux qu'on aille faire des montagnes, parce que j'adore faire des montagnes. Puis là, il m'a dit, ma petite beauté, ça te tente-tu qu'on regarde pour un chalet? Parce qu'on était allé voir des chalets, mais ils n'étaient pas proches d'une montagne ou tout ça. Puis là, lui, il sortait de l'armée. Lily avait 19 ans à cette époque-là, elle en a 21. Moi, comme actrice, je fais pas de 9 à 5. J'écris où je peux. Là, on peut écrire n'importe où. Tu m'as dit, hein, si c'était trop longtemps, mes réponses. C'est jamais trop long. OK, parfait. OK. Avec Karine Jonca. Je vais te plugger toutes tes affaires. Okay. Puis là, non, mais j'adore Karine Jonca, j'ai tous ses produits. Okay, c'est ça. Mais là, il me dit, veux-tu qu'on fouille pour un chalet? Et là, je rentre dans la maison, je fais centrice. Et cette maison-là, à Cap-Chat, pop dans mon téléphone. Je sors, puis il est en train de peinturer, puis il fait, tu l'as vu, hein? J'ai dit, oui, capitaine, je l'ai vu, il faut aller visiter, ça n'a pas de sens. Puis là, on était dans le stationnement, puis j'étais là, on est dans marde, on est tellement dans marde, on va tellement l'acheter. Puis on a acheté cette magnifique maison-là qui est au bout de ma rue, c'est la mer. Il y a le parc de la Gaspésie à 50 minutes. C'est une belle maison qui a une grosse histoire. C'était M. Russell qui vivait là, qui était le propriétaire de la scierie de Cap-Chat. Et cette femme-là, il paraît, parce qu'il y a des gens qui me parlent, des gens qui ont 70, 75 ans, qui disent « Ma mère travaillait là comme domestique. » Il y a des sonnettes dans la maison. C'est vraiment cool comme histoire, là. C'est vrai. Là, il y a plein de chats puis tout. Il paraît que la madame était folle des chats. Puis qu'il y aurait quelque part, sur le terrain, même un petit cimetière à Minou, parce que quand les chats étaient malades, les gens allaient lui porter à cette dame-là. Puis quand elle n'arrivait pas à les sauver, elle les enterrait sur son terrain. Bon, le soit que c'est Pet Cemetery ou juste, ça dépend de si t'aimes les films d'horreur ou pas. Ben oui, mais moi, ça me fait pas peur. Ben non, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ça. Puis elle avait genre, je pense une Jaguar ou quelque chose de même. Cette dame-là, c'était des Britanniques. Puis quand il y avait un chat
qui traversait la rue. Elle arrêtait l'auto, puis elle attendait que le chat traverse. Une madame folle des chats. Dans une Jaguar, un jaguar. Ben oui, c'est ça. C'est félin, c'est un félin. J'ai comme entendu plein de légendes sur cette maison-là. Alors, je suis tellement contente d'avoir choisi. Puis là, on a acheté ça il y a 3 ans, puis on dirait que ça s'est fait naturellement. On était tellement bien à chaque fois. Puis là, je disais, oui, il faut retourner à Montréal. J'ai une autre maison à Montréal, il faut s'en occuper. Mais là, j'ai mon petit pied à terre, puis... Ah, c'est formidable. J'aime assez ça. J'encourage tous les jeunes à retourner en région. Ah, mais la vie est différente. Oui, est-ce que tu es plus calme? Je pense que oui. Bien là, c'est sûr, c'est énervé parce que je te parle. Non, mais je suis plus sereine. Tu es plus sereine parce qu'il y a moins de... Tu sais, il y a moins d'interférences. Je trouve qu'en région, en tout cas, dès qu'on sort de la grande région de Montréal, en fait, tu sais, le trafic, il y a moins de choses qui viennent nous frustrer, je trouve. Et puis, tu as des horizons, tu as des possibilités d'être dans la nature davantage. Je pense que la vie est plus douce aussi au niveau climatique et économique. Économique, aussi. Ouais. C'est pour ça que je dis, il faut que les jeunes reviennent vers la région. C'est pas un plan B, c'est un super plan. C'est un super plan pour les kids qui grandissent. Tu sais, dans une région, là, on peut faire vraiment la différence. Tu sais, quand tu arrives dans une municipalité, puis tu décides, tu as un projet, ça peut faire la différence. Tu es entendu plus rapidement, moi, je pense, dans une région aussi. Bien, c'est drôle parce que dernièrement, là, j'ai fait un petit post là, sur Facebook pour dire au monde, allons voter. On trouve que CAPTCHA, il y a des infrastructures, il y a des... CAPTCHA est resté un peu dans le passé. On me dit beaucoup ça. CAPTCHA, c'est plus CAPTCHA, puis tout ça. Bien, j'ai fait un post pour encourager les gens à voter. Bien, à Radio-Canada Gaspésie, ils m'ont demandé d'aller faire une entrevue, tout ça. Je me dis, si ma parole peut aider, bien, on va la mettre à bon escient, puis là, on va voter pour du monde qui vont faire que CAPTCHA va redevenir CAPTCHA, parce que c'est tellement une place formidable. Ah oui, mais c'est ça, tu peux faire la différence. Ça se sent. Tu sais, moi, je trouve qu'en région, on a toute notre place. Bien, probablement que les gens de Montréal diraient, mais tu sais, moi, j'ai connu la région versus la Montérégie. Puis pour moi, c'est pas la même affaire, tu sais. Non. Non, moi, je trouvais qu'à Rivière-du-Loup, on a fait la marée aux 1000 vagues. Il y a 1000 personnes. Ça, c'est avec le musée du Bas-Saint-Laurent, avec les gens du musée du Bas-Saint-Laurent. Tu sais, l'idée, on était toute une équipe. On a décidé de faire la marée aux 1000 vagues où les gens venaient peindre un pied. C'était 1000 pieds de toile. La première année, c'était la grande folie. C'était directement sur le bord du fleuve. C'était Armand Vaillancourt qui venait peindre le premier pied. Fait que après ça, on envoyait le pied à tout le monde. Tout le monde avait sa toile. Après, on découpait la toile. Mais cette toile-là a fait le tour du Canada la 2e année. On a une subvention pour qu'elle fasse le tour du Canada. Mais tu sais, c'est drôlement impressionnant. Comme on est une petite gang dans un musée, on travaille là, puis on décide ça de même un soir, et on est capable de le faire. C'est formidable. Et ça devient un événement, un produit d'appel. Donc, les gens viennent d'ailleurs pour peindre. Donc, ça remplit les hôtels, les restaurants. Mais bien sûr. Tu sais, ça fait une différence locale. Bien là. sûr. Même, je fais partie du bureau du BCTG qui veut encourager les tournages de cinéma et de télévision à aller en région. Puis c'est ça qu'on se dit. C'est pas parce qu'il y a, mettons, un policier qui se fait aux îles de la Madeleine qui peut pas s'en faire 2 autres en Gaspésie. Je veux dire, la Gaspésie, la région, on n'est pas obligé d'y garder juste un côté terroir dans le sens... pour avoir... Ça enlève rien au côté terroir. Non! Là, je veux dire, j'ai fait nos étés, j'ai adoré nos étés. Mais on peut faire une histoire super moderne en région. On peut faire... On n'est pas obligé de rester fait que c'est une belle... c'était commandité par Marie-Chantal Perron. Non, mais mettre la Gaspésie en valeur, moi, j'approuve. En fait, mettre les régions en valeur, je trouve ça important. C'est ça, le Québec aussi. Oui. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Je suis prête. Alors, les questions vertes, Marie-Chantal, c'est des questions d'ordre général. Oui. Les questions jaunes commencent à être plus spécifiques à ton histoire. Les questions rouges, habituellement, sont personnelles. Mais tu vas me dire, sont tout le temps personnelles, mais celles-là se veulent plus de réflexion, de bilan, de vie. Donne-moi le Joker, là. Donne-moi le Joker. T'as le donné à dernier. T'as le droit d'utiliser. Le Spiceman, ça, c'est le niveau Patreon. Et c'est une question... elle n'a pas tout le temps été dans le jeu. OK, parce que je ne l'ai pas pognée, moi, tu vas avoir
mais c'est une question intéressante. C'est une question sur tes habitudes et tout ça. Le niveau Eros et compagnie, ben, t'auras compris, c'est sensuel et sexuel. Et la question opto-réseau, c'est la dernière question. On se quitte sur cette réponse-là. OK. Alors, ça donne le ton. Et maintenant, t'as le fameux Joker que tu étais bien excitée d'avoir. Alors, ça, c'est quand tu ne veux plus répondre à une sous-question, peu importe. Du moment que tu n'es plus bien avec ça, tu le mets sur la table et je passe à autre chose. Je trouve ça très élégant qu'il y ait un Joker dans ton histoire. Je trouve ça beau. Je trouve que ça montre que t'es respectueux. Je sais pas, ça me touche. Okay. Puis, tu sais, moi, ça me permet aussi de poser des questions sans avoir peur. Ouais. Parce que je me dis, si jamais il y a un malaise, moi, je la connais pas, je connais pas toute la vie. Fait que si jamais il y a un malaise, ben comme ça me protège aussi. Je veux pas avoir l'air d'ouvrir des portes qui sont fermées. Fait que ça, on me la ferme. Alors, je le comprends. Donc, on passe à autre chose. Parfait. Donc là, tu vas m'en donner 5 du niveau vert. Ah oui, il faut les brasser là quand même. Je vais te les lire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ma bulle. Tu vas en choisir une à laquelle tu devras répondre et après, je vais en choisir une à laquelle tu répondras aussi. D'accord. Donc, à quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Bon, c'est tout le fun. Attends. Hey boy! On va y aller avec celle-là. C'est laquelle que tu choisis? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ouais. OK, parfait. Ouais. Je la trouve intéressante, celle-là, parce que elle a déterminé pas mal toute ma vie, cette question-là. Que je le sache ou que je le sache pas. J'ai fini par le découvrir, là, parce qu'évidemment, je me suis fait le magnifique cadeau de m'offrir une thérapie d'envie pendant plusieurs années. Ce qui est pour moi un privilège de pouvoir se payer ça dans la vie. Oui. Vraiment, vraiment. Je me suis rendu compte que c'était probablement la chose qui, en même temps, a été un moteur de création, de vie, d'amoureuse, d'amis, de fidélité, de tout ça. Puis en même temps, une énorme perte de temps à tant vouloir faire l'unanimité de tous. Puis ça, est-ce que ça partait de ton enfance? Probablement que dès très jeune, je pense que mes parents, pas mon père parce qu'il est décédé, mais tous les deux pourraient le confirmer que rapidement, j'ai eu besoin du regard des autres. J'étais quelqu'un qui avait besoin du regard des autres. Et j'en ai fait c'est ça un peu ma blague, dans le sens que je dis, j'avais tellement besoin du regard des autres que j'en ai fait un métier. Dites-moi qui être et je vais l'être. C'est de même qu'on va marcher. Donc, ça va être super. Si tu me dis ce que tu veux, je vais le faire, puis tu vas m'aimer. Puis pendant ce temps-là, tu sais pas qui tu es. Bien, pendant ce temps-là, la vie passe, effectivement. Puis quand quelqu'un te dit, et même encore, des fois, à ce jour, à 58 ans, quand on me pose « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, toi, Minou? » Je fais « Ben, je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? » Ça me prend vraiment... c'est une discipline où il faut que je revienne dans mes culottes, puis je fais « OK, c'est quoi que tu veux, toi, Marie? » Mais toi, tu es en surcapacité d'adaptation, là. C'est parce que tu t'adaptes. Oui. Que ça a des bons, mais... Ah ben oui. Mais des fois... Ben parce que tu t'éloignes de toi. Est-ce que des fois, tu dis oui à quelque chose, mais c'est pas ça que tu aurais fait? Ou tu t'es vraiment non. Je pense que souvent, j'ai dit oui à des affaires, mais c'est sûr que tu peux dire oui à des affaires, puis quand tu le sens pas, ça peut pas être un succès dans ta vie. Quand tu dis oui à quelque chose auquel tu crois pas vraiment ou auquel tu fais « Ah, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Ah, je vais le faire. » Là, c'est bon pour ta carrière ou c'est bon pour ça, là, ça marche pas avec moi, là. Je suis trop... j'ai pas beaucoup de filtres aussi. C'est plate, hein? Mais est-ce que des fois, par exemple, ça t'a fait dévier de toi-même, le fait de vouloir plaire aux autres? Ah, oui, probablement. Oui. Ouais. Oui, parce que je voulais
L'amour et le besoin d'être aimé a toujours été quelque chose de très puissant. Puis, avec les années, j'ai comme accepté de quand la personne elle m'aime pas ou j'y suis juste complètement indifférente, ben de pas surfonctionner à essayer de trouver de me retrouver de trouver des lettres de noblesse dans ses yeux, de faire comme dirait Mel Robbins, let them. Oui. Let them. J'ai connu cette dame-là dernièrement. En l'écoutant, c'est Bianca Gervais qui m'a parlé de ça pendant la semaine, puis il y a quelqu'un d'autre. C'est un livre qui a marché. D'ailleurs, il existe en français maintenant. Ah, maintenant, il existe en français, je ne savais pas. Je me souviens pas c'est quoi le titre, mais il vient d'être traduit en français, ce livre-là. Ça doit, Christ-toi à paix, ça doit être ça. Oui, c'est un peu ça, c'est ça, là. Mais c'est ça, puis j'écoutais j'ai écouté son livre. Puis c'est drôle parce que ça me faisait revoir beaucoup de points que j'avais faits en thérapie, mais c'est le fun, c'était comme comme on dit en français, en bon français, un refresh. Mais ouais, c'est ça, il faut de l'humilité aussi pour accepter qu'on fasse pas l'unanimité. Moi, il me faut de l'humilité. Hey Marie, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis même si ça devait le cœur à l'envers, mais OK, va flatter ton chat. Ça fait quoi quand tu plais pas à quelqu'un? Ah, ça me fend le cœur. Parce que je me dis, où c'est un échec. Où c'est que j'ai pas fait la bonne affaire? Pourquoi je suis pas la choisie? Tu comprends? En plus, c'est dans un métier, je trouve, particulièrement difficile. Ben là, tu m'étonnes. Mais ça, là, tu sais, moi, avant de côtoyer plus les gens comme, tu sais, les gens du milieu artistique, moi, je pensais qu'après, tu sais, tel âge, ben là, il n'y avait plus d'audition. Tu sais, vous étiez appelés. Non. Et là, j'ai compris, ah ben non, ça peut arriver, mais il y a encore des auditions quand même. Tu sais, c'est plus l'exception d'être appelé directement que de ne pas, que d'auditionner. Même quand je suis appelée directement, je suis étonnée. OK, c'est pas une audition, là. Non, Minou, c'est toi qui l'as. Ah, comme, mettons, Doute raisonnable. C'est un magnifique rôle. Je t'ai vu dans Doute raisonnable. Et là, t'es sérieuse, là. T'es comme... Oui, je suis pas sûre que vous allez m'aimer. Oui, mais t'as quand même une ouverture. En tout cas, le personnage, il est intéressant. Il est super intéressant. T'sais, on voit qu'elle a vécu des affaires, fait qu'elle a une carapace, mais il y a quelque chose. Il est bien joué, ton personnage. On le découvre, là, tranquillement. Là. Vous allez voir, elle va sortir son gros bâton. Ah, ça va être le fun. Mais j'ai adoré faire Geneviève Delbecq. Mais ça m'a été donné sur un plateau. La grand-mère dans Alerte, bon, l'an passé, là, que j'ai fait ça. La même affaire. Un super beau rôle. Je gagne un trophée. Je suis comme super contente. Mais ça m'a été donné que ça, c'est super. Mais il arrive que non, ça va faire des auditions. Puis, Et là, c'est ça, tu vas être choisie. Ben oui, tu vas être choisie. Et quand t'es pas appelée dans une audition, quand t'es pas choisie? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, avec les années, on a travaillé sur des outils. Ça devient aussi... ben, c'est sûr qu'on va faire comme on va appeler une chum, on va ouvrir une bouteille de vin. Puis, mais tu t'es quand même dirigée dans ce métier-là. Je me suis pas dirigée dans ce métier-là, je me suis garrochée dans ce métier-là. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y a jamais eu de plan B. Après, il est venu l'amour des textiles, de la couture. J'ai eu le goût de faire ça. Après, il est venu le goût d'écrire et de publier mais tu voulais jouer. C'était impensable. Je pourrais te dire que tous les vœux de ma fête, du plus loin que je me rappelle, c'est je vais devenir une actrice. Puis tant mieux, j'en suis devenue une. Imagine si ça n'avait pas marché. Imagine. Est-ce que c'est pas tout le monde que ça fonctionne, ce métier-là. Ben, il y en a moins que ça fonctionne que ça fonctionne imagine, pas. Hein? Quelle peine j'aurais eu, probablement. Est-ce que tu as vécu des déceptions? Je veux dire, quand tu sais, c'est ce que tu voulais, est-ce que ça a répondu à ce besoin-là? Est-ce que ce que tu t'attendais du métier, tu l'as reçu? C'est une bonne question. J'ai vite appris, j'en avais parlé même dans la presse à un moment donné, parce qu'il y avait des articles sur les déceptions qu'on avait eues dans ce métier-là ou quelque chose comme ça. C'était-tu l'angle ou un moment difficile ou tout ça. Puis, je me rappelle que j'étais... c'est arrivé très vite dans ma vie et c'est là que j'ai dit, il faut que tu te rappelles de cette leçon-là. Tu vas comprendre. Je devais partir en tournée pour... je remplaçais Guilou Tremblay dans un show, OK? En tournée, avec du CEP.
finalement, Guilou a pu le faire. Donc, j'ai pas fait... je pense que c'était pour 24 pauses ou quelque chose comme ça. J'ai pas pu... Guilou fait... Tu l'as pas remplacé. C'est ça, je l'ai pas remplacé. Et là, sur le coup, c'était un drame dans ma vie, là. Là, j'avais le sens du drame, là. C'est ça, là. Le piton, il allait au toast, là. Et un mois plus tard, après avoir fait une audition, je décroche un film qui s'appelle Mademoiselle C. Et là, j'ai fait, OK, attends une minute, là. Rien arrive pour rien. S'il y a quelque chose, attends avant de te mettre dans cet état-là. Si t'avais fait 24 pauses, si t'avais fait la tournée, t'aurais pas fait les auditions de Mademoiselle C. J'aurais pas pu faire Mademoiselle C parce que j'aurais probablement été à Sept-Îles, à Bécomo, à partout. Ça aurait été formidable, mais j'ai travaillé pour les DUCEP après. Je dis, les DUCEP, ils m'ont réengagé. T'as rien enlevé. Non! Mais sur le coup, là, c'était un drame sans fond! Tu peux pas comprendre! Mais c'était... Là, j'avais 30 ans, à peu près, quand le premier Mademoiselle C, j'avais peut-être 32. Mais c'est ça. Puis quand c'est arrivé, j'ai fait OK, attends, là. Tu peux pas te mettre dans cet état-là à chaque fois. Tu peux pas, mais ça se peut pas. Que quand on fait des auditions, il faut se garder... il faut se préserver un peu, là. Sinon, c'est trop douloureux. Ça se peut pas, là. Voyons. On peut pas se remettre à l'envers à chaque fois. Puis maintenant, comment tu le vis, le regard des autres? C'est ça que je te dis. Là, on fait pas toutes ces thérapies-là puis toutes ces réflexions-là pour que ça change pas. Mais c'est sûr que il y aura toujours une petite minou en dedans qui va vouloir faire la généralité, qui va vouloir l'unanimité, de tous. Mais ça se peut pas. Ça se peut pas que là... La grande minou a fait « Ah ouais, à la maison, là, viens. » Mais parce que des fois, tu sais, quand on veut faire ça, on compense aussi. On compense pour les autres. On compense pour que l'autre soit bien, que ça fasse unanimité. On va aller, j'ai rien que le mot en anglais, padder, tu sais, on va s'assurer que tout est correct pour tout le monde. Mais c'est exigeant, ça. Ouais. Mais t'as ça naturel. Est-ce que t'es maternelle? Je pense que oui. C'est drôle, hein? Je pense que oui. Je pensais pas parce que je suis pas quelqu'un qui voulait des enfants. Parce que tu m'apparais maternelle. Mais je pense que oui, je suis maternelle. J'aime ça, catiner mes amis, m'occuper d'eux autres, ils sont corrects, J'ai ce côté-là. Tu veux que les gens soient bien. Oui. Mais maintenant, je le fais. Je pense que je le fais beaucoup plus maintenant parce que ça me fait plaisir et non en me disant inconsciemment ou consciemment que ça va me rapporter quelque chose. Tu comprends? Ah, bon, mais ça, c'est une grande différence. Bien sûr. Là, ça te fait plaisir. Oui. C'est moins lourd, là. Et oui, ça me fait plaisir de le faire. C'est pas... si je fais tout, cette personne-là va finir par m'aimer, là. Je suis plus là-dedans. C'est beaucoup trop d'énergie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Beaucoup de gens. Bien, faites comme moi. Oui, puis ils sont comme dans une notion de performance. Il faut qu'ils performent leurs amitiés. Il faut qu'ils performent leur amour. Il faut qu'ils performent pour être aimés, on dirait, tu sais. Hey, t'imagines comment c'est fatigant. Ben, c'est parce comment que t'es brûlé quand tu vas te coucher. C'est que toi, dans le fond, à l'époque, là, ça bougeait tout le temps dans ta tête. Tu repensais aux affaires. Ah oui. Mettons que j'étais allée dans une soirée puis j'étais beaucoup trop joyeuse. Ben le lendemain, oh merde. Oh, j'espère que j'ai pas nui à quelqu'un ou j'ai pas fait une gaffe en disant... Le petit hamster, il roulait vite. Ouais, puis ça a donné beaucoup d'importance aussi. Beaucoup. Les gens ont d'autres choses à faire que penser à ce que tu as fait, Marie, dans la vie. Mais c'est bien ce que tu dis. Mais je trouve que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Merci. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une fille qui vieillit. Puis je trouve pas ça tout le temps facile. Qu'est-ce que tu trouves pas facile? C'est que je suis une fille qui sait... Ce que je trouve dommage, et là, je parle aux jeunes femmes, ce que je trouve dommage, c'est que pendant beaucoup d'années, j'ai pas aimé, je me suis pas trouvée belle, je me suis pas aimée, je me suis pas rendue hommage comme femme, j'étais pas assez belle, j'avais de la peine, je me disais, si j'étais plus belle, ça serait mieux, puis en tout cas, j'ai pas aimé ça. Et j'aimais pas mon poids, j'aimais pas mon allure, j'aimais rien. Puis à un moment donné, c'est trop. Je me retrouve à TVA, dans le hall de TVA.
Et il y a plein de télévisions avec les postes, là, toutes les postes Oui, différentes. oui. Tu sais de quoi je Oui, parle. oui, oui. Et il y a Prise 2 qui joue. Et là, quand je regarde Prise 2, qu'est-ce qui joue dans la TV? Prise 2, c'est Histoire de filles. Et là, je regarde cet épisode-là et je me rappelle très bien de cet épisode-là. Et cette journée-là, j'étais dans ma loge et j'étais beaucoup trop moche pour aller travailler. Puis j'avais de la peine. Puis je me disais, asti que je suis pas belle. Asti, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Puis je le dis pas aux autres filles, les autres histoires de filles, là. Et là, je me retrouve des années plus tard à voir cet épisode-là. Je me rappelle du costume, je me rappelle de la coiffure, je me rappelle de tout. Puis j'étais une belle fille. Et là, j'ai fait, OK, là, c'est terminé, là. C'est terminé de pas te donner de crédit. C'est terminé tout ce temps perdu à ne pas t'avoir aimé, à avoir pas été assez grande, assez mince, assez creuse, assez. Tout ce temps perdu au lieu de lire des grands auteurs. Tu comprends? Tout ce temps perdu qui occupe tout l'esprit. Les problèmes de boulimie puis d'anorexie, ça occupe tout l'esprit. C'est une réelle souffrance. C'est pas un trouble de coquetterie. Tu comprends? T'as vécu ça? Oui. Puis là, je suis sortie de ça avec, comme je dis... Mais c'était par rapport à ton image, dans le fond. Oui. C'était un éternel gouffre. Il n'y avait pas de fond. J'ai dû épuiser des amoureux qui me disaient « T'es belle. » Ouais. Ça, tu pouvais pas l'entendre. Non. Tu le croyais pas. Ben non. T'es belle. Ouais, t'es mal pris. Fait, imagine l'autre aussi qui reçoit ça. Ben oui. Hein? Tu sais, l'autre te dit que t'es belle, ben, c'est que tu banalises le propos de l'autre. Totalement. C'est dur pour l'autre. Tu discrédites. Oui, tu discrédites le l'autre. sentiment de l'autre. C'est comme si ce qu'il dit, tu le valides pas, là. T'es en train de dire, ben non, dis n'importe quoi. Ouais. Et par rapport à toi-même, ouais. C'est dur, ça. Oui. Donc, les filles, là, il faut qu'à un moment donné, je sais pas si c'est encore le bon mot, l'humilité, mais de décrocher de ça, de décrocher de ce qu'on a de l'air. À quel âge tu as commencé à avoir des troubles alimentaires? Je te dirais à l'École nationale. Ouais, quand j'ai commencé à Parce que là, ton corps était un outil de travail. Oui, sûrement. Tu le voyais probablement différemment aussi à ce moment-là. Oui. Tu avais l'impression que pour percer, pour être choisie, oui, c'est ça. Il fallait que tu sois parfaite et ta perfection était quelque chose d'inatteignable. Probablement, dans ta tête. oui. C'est-à-dire que tu n'étais jamais assez. J'étais jamais assez. Puis en même temps, j'étais quelqu'un qui dépassait partout, que c'était étrange, parce que je cherchais à être toute correcte, mais en même temps, j'étais quelqu'un qui était multicolore. Là, j'étais un perroquet avec des plumes de toutes les couleurs, ou un oiseau. C'était ça, ta marque. Probablement, oui. Au lieu de dire c'est ça ma marque, puis de prendre soin de ça, là, je m'en voulais de tout ça, je m'en voulais d'avoir l'air de ça, je m'en voulais d'avoir l'air de ça. Puis quand j'ai vu cette image-là, des années plus tard, je me rappelle, j'avais croisé Micheline Bernard au coin de la rue, puis j'étais d'une tristesse, puis elle m'avait dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'avais dit « Tout ce temps perdu à pas m'aimer, à m'haïr, à pas avoir la belle face, à pas avoir le bon cheveu, à pas avoir... » Hey, je veux dire... Mais est-ce que ça éteint la joie, ça? Parce que c'est préoccupant. Oui, bien c'est sûr, ça éteint la joie. La spontanéité, c'est comme un bon repas ou... Je te dirais qu'à l'époque, j'étais en survie. À cette heure, j'étais en vie. OK. Tu comprends-tu un peu la nuance? J'étais à surfonctionner. J'étais à côté dans ta tête. Oui, j'étais à côté. Mais jusqu'à quel âge que tu étais comme ça? Ça fait combien d'années que tu es libérée de ça? Je pourrais pas dire que c'est du jour au lendemain que ça arrive. C'est que peu à peu, avec le cheminement que tu fais, avec les réflexions que tu te poses, avec les jasettes que tu as, avec la sororité qui se développe, avec les confiances envers tes camarades, tes gars ou filles, peu à peu, les choses se déposent dans ta vie. Puis est-ce que ça se peut avec aussi ton bagage, ton expérience, il y a une fierté? C'est que tu décolles de toi puis tu es fier de ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu n'es pas juste dans l'instant de ton corps présent, mais tu le vois différemment, ce que ce corps-là t'a permis de faire aussi. Oui, puis de juste reconnaître les affaires. Oui, c'est ça. De reconnaître que ce corps-là t'a permis bien des affaires ou cette particularité-là. Mais ton corps, là, tu sais...
quand tu le regardais, là, il est parfait, là. Tu comprends? Toi, tu voyais des choses que les gens ne voyaient pas. Bien, physiquement, on sait que ces maladies-là peuvent vraiment... C'est ça. Ce que toi, tu vois, moi, je le vois pas. Exactement. Mais ça, c'est important de là, le dire parce que même... c'est vrai que même si tu as un chum qui disait « t'es belle », tu disais pas ça pour faire de l'effet de dire « c'est pas vrai », tu le pensais, là. Ah oui, c'est ça qui est douloureux. C'est ça qui est terrible. Ben oui, c'est ça, c'est tellement triste. Parce que si ça avait été de la coquetterie, ça aurait. Non, mais tu sais, des fois, tu vas dire, t'exagères, mais là, c'est pas ça, là. Non, c'était pas ça. Parce que, tu sais, tous les troubles alimentaires, c'est comme une vie intérieure intense avec soi-même dans l'isolement. Et caché, oui. Et caché, tu sais, une honte. Est-ce que t'en parlais, là, ça? Pas tant que ça. Non. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais trop physiquement, que t'avais du poids à perdre? On t'a déjà dit ça? Non. Fait que ça part vraiment de toi. Ça Tu part sais, des de fois, moi. c'est un commentaire, puis ça déclenche un... Fait que ça partait de toi. Ouais, d'une volonté à vouloir. Parce que, tu sais, il y en a tellement des troubles alimentaires, là. Il y en a, là, tu sais, chez les jeunes filles, c'est fou, là. Tu sais, c'est une cause d'hospitalisation importante chez nos jeunes filles. Ouais. Puis il y en a qui en meurent. Les troubles alimentaires. Bien sûr. Tu sais, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez, des troubles alimentaires. Je vais aller jusqu'à te dire que moi, je faisais de la boulimie. Bien, il y a une partie de moi qui me méprisait parce que je n'étais pas capable d'être anorexique. J'avais pas assez de contrôle. Parce qu'il fallait que tu manges. Parce que je mangeais. Parce qu'il y avait une partie de moi qui faisait « faut que tu manges ». Mais des fois, là, le trouble, là, on mange trop, là, puis on mange pas, on mange trop. On fait tout ce qu'il faut pour pas engraisser avec ça, là. Mais, non, le cerveau, tu peux l'amener loin, que c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans les... Hey, je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Je ris, là, mais c'est pas drôle, c'est juste que c'est comme... Oui, mais ça démontre aussi que t'es rendu ailleurs. Oui, c'est ça. Là, Puis quand ça revient, parce que des fois, il y a des pensées qui reviennent, là, je fais plus... qu'est-ce qu'il y a de pas... Je fais où je vais pas bien dans ma tête. Tu comprends? Au lieu de faire qu'est-ce qu'il faut que je change, je fais pourquoi j'ai envie de changer quelque chose? C'est où que t'es triste, Marie? Où que t'es déçue? Parce que c'est ça, c'est là que ça va tout de suite sur toi. Mais que là, je fais Attends, Marie. Pourquoi qu'aujourd'hui, de cette pensée-là de fuck, attends. Puis là, ça prend pas de temps. Puis je fais, ben oui, c'est ça. OK. Puis on va aller prendre une marche. Puis là, je m'en vais prendre une marche. Puis je reviens. Puis mon capitaine, il fait, ça va, ma petite beauté? Oui, ça va, capitaine. Puis aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu te trouves belle? Je me pose plus la question. Aujourd'hui, je vais être en santé. Je vais être en santé vraiment. Parce que la vie va vite. Très, très vite. Puis je le dis pas pour être juste Dalai Lama, là, la vie va vite. J'ai 58 ans. Hier, j'en avais 40. Demain, comme disait Castel, elle me disait ça, Minou, quand on s'est rencontrés ou dans nos multitudes de conversations, Castel, elle me disait 70, c'est demain que t'as 70. Puis, gars, je suis rendue à presque 60, là. Ça va vite. La vie va vite que... Hey, c'est que tu peux rien reporter. Non. Que... Je vais pas là. Ça sera pas un domaine où j'aurais réussi dans ma vie de m'aimer. Là, de ce bout-là, je l'aurais pas tant aimé. C'est tellement... On sait jamais ce qui se passe chez quelqu'un. C'est pour ça que j'aime faire ce qu'on fait. Parce qu'on te voit, toi, pétillante, lumineuse, rayonnante. On peut pas penser ça. Que tu vas me dire, hey, moi, je pense que ça sera pas dans cette vie-là que ça va se passer. Tu comprends? C'est intéressant de t'entendre parce que les gens vont peut-être ont déjà envié de ta bonne humeur. Et alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça qui se passe. On n'a pas... Tu sais, moi, ce que tu viens de me dire, tu sais, des fois, l'envie, pour moi, c'est quelque chose d'épouvantable. Quand des gens me disaient, moi, je suis envieux. L'autre fois, je faisais un podcast, justement, il y a quelqu'un qui disait, moi, j'ai été envieux trop longtemps. C'est une perte de temps. Mais quand on envie quelqu'un... Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui t'aurait envie. Là, il t'écoute. Est-ce qu'on t'envie encore? Une fois qu'on te connaît, tu sais, c'est ton chemin à toi. Puis ton chemin, il était vraiment aride, je trouve. Et tu dégages pas ça, Marie-Chantal. Non, mais c'est vrai. Ça fait que c'est intéressant de connaître l'humain, de dire, OK, moi, je trouvais qu'elle était pétillante. Moi, j'ai jamais accès à ça. Mais non, c'est pas tout à fait ça qui se passait en dedans.
Ça fait que c'est pas enviable, c'est juste de reconnaître ça puis de vivre sa vie sans... Tu sais, je trouve que ce que ça donne, c'est quand on le voit, c'est de vivre sa vie sans être jaloux. Parce que la vie des autres est difficile aussi. Ah oui, parce que les gens pensent toujours que... C'est Robin Williams qui disait ça. Oui. On ne sait jamais quel combat que l'autre en face de nous. Puis on a toujours l'impression que nos combats sont les plus difficiles puis que les autres ont ça plus facile. Et ici, ce qu'on apprend, c'est ben non. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des passes dans la vie qui sont difficiles. Il y a des enjeux. Comme toi, c'est un enjeu avec lequel tu t'es battu longtemps. Oui. C'est un enjeu de vie important, là. Tu sais, t'étais colorée à l'extérieur, mais à l'intérieur... ça m'empêchait pas... Oui, comment tu faisais vivre les deux? Ben parce qu'il y a une partie de moi qui célébrait la vie. Là, je veux dire, on n'est pas une seule chose, hein, comme personne. Mais tu avais quand même accès à ça. Il y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui ont plus accès à ça. Non, qui ont plus accès à ça, effectivement. Ouais. Fait que tu as réussi à garder... Est-ce que tu penses que le fait de jouer... La thérapie, mais est-ce que tu penses de jouer aussi d'autres rôles? Ça mettait sur pause tes enjeux. Tu sais, quand tu rentres dans un personnage qui vit autre chose. Moi, je te dirais que la chose qui a fait le plus de bien à cette affaire-là, c'est la couture. Le fait de coudre, pour moi, c'était comme de prendre soin de moi. Donc, j'imaginais, mettons, une jupe. Et là, je la coupais. Et là, la grandeur du patron, on s'en fout, Marie, de la grandeur du patron, parce que dans le Vogue, cette grandeur-là, puis dans le Mécal, il est de cette grandeur-là, qu'on ne regardera plus le chiffre, OK? Puis même, c'est pour ça que ma collection dandines, à l'époque, j'avais enlevé toutes les grandeurs. C'était des copines, des dandines, c'était toutes des copines, dandines, pas des poffines, j'avais ce mot-là, mais c'était des qualificatifs. Puis au lieu des chiffres. Puis quand je me suis mis à coudre, je pense qu'il y a une partie de moi que ça a contribué à consoler parce que j'étais dans la créativité et je la faisais pour moi. La jupe, puis c'est ton corps, l'intimité de ton corps. La personne centrale de cette créativité-là était moi. C'était moi avec moi. C'était des heures dans un atelier. Puis des fois, je me rendais compte, j'avais le sourire fendu là, jusqu'aux oreilles. Puis je disais, mais quel bonheur de coudre. Et c'est simple, coupe. Tu prends un morceau, tu prends un autre morceau, tu le couds. Derrière est fait. Tu prends un autre morceau, tu comprends? À un moment donné... C'est que tu t'obstines pas contre le patron, là. Non. Tu le suis. Puis tu tombes pas dans... Tu es juste dans... Tu prends le tissu te parle, tu te laisses aller là-dedans. Puis ça a beaucoup... Cette création-là a beaucoup contribué à la guérison de cette affaire-là. Puis moi, je pense que l'art guérit. Je te dis pas, là, c'est un cancer généralisé parce que tu vas faire du coloriage. C'est pas ça. Mais l'art apaise l'âme. Et c'est ça que je trouve formidable dans l'art. C'est quand je dis que ça guérit, c'est que ça apaise. Dernièrement, là, j'ai 58 ans. Il y a moins de rôles pour les filles de 58 ans. Je commençais à pas bien aller. Je disais, on va retourner voir Barbara. Ça, si j'ai Barbara, j'angoisse un peu, là. J'ai peur de moins travailler, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a dit, mais crée. T'as toujours créé, Marie. Tout ce que tu crées est arrivé à bout. Pars-toi un livre, pars-toi quelque... tu vas y arriver. J'ai dit, mais même si j'ai 50 jupes, là, parce que j'en commence à en avoir de la jupe dans mon garde-robe, elle fait, même si t'as 50 jupes, va créer. Allez, c'est ça que t'es. T'es une créatrice. Va créer. Arrête de... puis là, c'est vieilli, ma face. Non, va créer. Puis là, j'ai été me faire 4-5 jupes, sont belles. J'ai fait 4-5 jupes. Mais parce que tu as exercé ta passion. Oui. Je pense que la passion, c'est avec laquelle on est connecté. Tu sais, ça nous appartient. La création. Puis toi, mais la création, c'est tellement important. Des fois, on comprend pas ce que ça veut dire. Des fois, on sait même pas qu'on est en train de créer. C'est comme toi. Là, quand... je vais pas gratter le bobo, là, tu le couperas au pire, là, mais quand t'as perdu ton emploi à TVA du jour au lendemain, oui. là, parce que, bon... Oui. Ben ça, là, c'est de la création. Ah, mais complètement. Mais complètement. Tu sais, on est parti de zéro, on a créé quelque chose qui me convenait. Tu sais, j'avais mes associés avec moi, puis on a dit, OK, on part ça, on le fait. Puis tu sais, moi, j'ai pas peur de l'échec. On l'essaye.
On l'essaie, mais on l'a créé, puis on disait, regarde. Puis tu sais ce que j'aime dans Intelligente comme t'es, pertinente, tout de suite, avec tout ça en dedans de ce toi. que j'aime de la création, là, c'est que ça s'ajuste, ça l'évolue. C'est pas... Tu sais, des fois, on se met des barrières. Ben, on l'a commencé, il y avait 3 couleurs. Mais non, ben, on rajoute des couleurs. On enlève des couleurs, on rajoute des questions. Tu sais, tu comprends, il y a... Faut garder la création, le plaisir aussi. Ouais. Puis la joie. Moi, la joie, Oui. c'est vraiment quelque chose d'important d'être connecté à sa joie intérieure parce que c'est un filtre de la vie, la joie. C'est pas « je suis joyeuse », c'est pas ça. C'est ce que tu portes en dedans. Puis quand t'es plugué là-dessus, bien, tout ce que tu fais est teinté de cette joie-là. C'est ce que tu vas rechercher. Tu sais, moi, quand ma mère est décédée, on dirait que ça a fait « pouf », ça a déconnecté. Puis je me souviens, un moment donné, j'étais chez nous, j'allais là, il faut que ça se reconnecte parce que, c'est la vie continue, là. Puis j'avais perdu un filtre et je me disais, il faut que j'aille voir Christophe Maé en show. Tu sais pourquoi? Là, parce que je l'avais déjà vu 2 fois, puis je me disais, Christophe Maé, avec ses 14 musiciens, sa musique qui fait pas comme sur son album, mais il extrapole. Moi, ça m'excite, la musique. Tu sais, la musique du monde, en plus, ça vient me chercher, ça me libère, on dirait. Et ma mère est décédée le 1er septembre, puis il faisait pas de show avant le 14 juillet de l'année suivante. OK. Et c'était sa première de la tournée mondiale au festival de Nîmes. J'ai acheté des billets. Et on est allé au festival de Nîmes voir Christophe Maé. T'as bien fait. Mais tout le long de savoir ça des mois d'avance, ça m'excitait déjà. Fait que tout ça pour te dire, c'est un long détour pour te dire, je trouve qu'on a une responsabilité comme humain de, quand on est déconnecté, de se reconnecter, de trouver. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a personne qui va le faire pour nous. Non, puis ça aide pas notre entourage quand on se déresponsabilise de ça. Non, c'est ça. Tu sais, Non. toi, t'as créé tes jupes, ça t'a reconnecté à quelque chose. Ouais. Parce qu'il faut être conscient, parce que moi, tu sais, je sais pas si c'est les bons mots, mais moi, c'est mes mots à moi, qu'on a des filtres dans la vie, des filtres plus heureux, des filtres plus malheureux. Puis des fois, quand on reste dans des filtres qui sont plus lourds, faut changer, faut en trouver d'autres. Ouais. Et ça nous appartient. Oui, c'est très vrai. Tu sais, puis ça peut être en allant en thérapie, ça peut être en lisant, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en rencontrant des amis. Mais qu'est-ce qui nous fait du bien? On est les seuls à le savoir. Puis on a la responsabilité de le faire. C'est pas les autres qui vont nous sauver. On peut pas donner ce poids-là aux gens autour de nous. Non. On peut pas déléguer ça. On peut pas déléguer ça. Hey. Non. C'est qu'on a une grande responsabilité. Ben, dans on notre reçoit un vie. gros cadeau, c'est d'être vivant. C'est ça. On va s'organiser pour que ça se passe bien parce qu'on a un tour de machine. On a T'as juste ça. raison. Puis quand les autres nous offrent de l'aide, il faut dire oui. Oui. Ton ami Claude Legault, je sais que t'es très proche de Claude. Mais on se voit beaucoup moins, mais on... Mais tu as déjà été très... Oui, en tout cas, oui, mais Claude, on va toujours s'aimer. C'est là. ça, vous êtes des amis. En tout cas, vous connaissez bien. Claude avait dit dans un documentaire, écoute, je pense que j'ai vu ça, ça doit faire 15 ans. Ça parlait de lui, là, puis à la fin, il finit en disant, ben, il dit, moi, tu sais, quand je vais pas bien, je m'isole. J'appelle plus mes amis. Ça, c'est quand je vais pas bien. Moi, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Puis il dit, un jour, mes amis m'ont rencontré, puis on dit, mais comment tu sais qu'on est tes amis? Parce que nous, quand tu vas pas bien, tu nous appelles pas. T'appelles pas ceux, tes connaissances, puis t'appelles pas tes amis. Fait que c'est quoi la différence entre nous et les autres? Aïe, aïe, aïe. Puis j'avais trouvé ça très troublant. Tu vois, je t'en parle encore parce que je le répète souvent, cet exemple-là, parce que je trouve qu'il faut se souvenir de ça, qu'on n'est pas seul non plus. Ça fait que, oui, C'est très juste. Tu comprends? Oui. Tu sais, des fois, les amis, ben c'est peut-être là qu'on a besoin d'eux autres. C'est peut-être ça la ligne qui différencie. Passer par-dessus la honte. Oui. La C'est gêne, la honte. Oui, la honte de Puis pas on est avoir... dans l'enjeu de performance aussi. C'est ça. Fait que Un les petit peu. amis, il faut... quand ça va pas, ils sont là. Ouais. Est-ce que tu es prêt au niveau jaune? Tellement. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît? D'accord. Ah, écoute, on est déjà rendu loin. Dans ta vie, en tout cas, j'ai l'impression de te connaître plus. Ben, t'es trop... Tant mieux. Alors, tu vas en choisir une à ce niveau-là, puis je vais en choisir une aussi. Après ça, ça sera une par niveau. Okay. Quel type d'amoureuse es-tu? Ah, boy. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quels sont les défis d'être la belle-mère des enfants de son amoureux? Je sais que c'est... Oui, c'est très bon, parce que ça, je sais que ça te touche. Se refaire des repères. Comment as-tu vécu ton arrivée à Capcha? Là, le rôle de belle-mère. Oui. C'est drôle parce que j'ai jamais voulu être une mère. Du plus petit
Du plus petite que je suis, là, j'ai jamais dit « Ah, moi, je vais avoir des enfants », puis tout ça. Et donc, l'arrivée de copines dans ma vie a été... c'est pas venu pallier un manque. La première fois que j'ai été belle-mère, je parle d'une petite fille. On va l'appeler Copine parce que j'avais même écrit une bande dessinée avec Tammy, puis Kim, puis Amélie, qui s'appelait Copine. Et j'ai fait référence, évidemment, à Copine dans les 12 mois de Marie. Donc, je trouve que c'est un rôle fantastique, mais en même temps, il est à définir parce que c'est un siège éjectable. Il est très tributaire de comment tu gères l'entourage de cet enfant-là. Donc, quand les 12 mois de Marie sont arrivés, quand j'ai écrit les 12 mois de Marie, c'est suite à la rupture avec le père de Copine, où j'essayais de faire plus une bouteille à la mer qu'un règlement de compte. Donc, j'ai vraiment gardé cette perception-là vis-à-vis moi et pas attribuer des intentions aux autres adultes ou tout ça. Tu étais plus dans des constats. J'étais plus dans un dans constat. Des reproches, ouais. Oui, totalement. J'ai travaillé ce livre-là. C'est vraiment une bouteille à la mer en me disant peut-être un jour que Copine, lorsqu'elle sera plus vieille, elle mettra la main sur ce petit livre et comprendra des choses. Parce que moi, j'ai eu besoin encore par la création, quand je dis que la création nous aide à mieux vivre, de comprendre que du jour au lendemain, tu as cette jeune fille-là dans ta vie et par le fait d'être obligé de se séparer avec le parent, ben cet enfant-là qui avait une énorme place dans ton cœur disparaît. Donc, pour pas péter aux frettes, j'ai écrit les 12 mois de Marie. Ça a été carrément ça. Ça a été... je sais pas taper, là. J'ai écrit à deux doigts. Parce que la rupture amoureuse, tu as un mot à dire dans cette rupture-là. Mais de la rupture avec l'enfant, c'est que ça vient avec la rupture amoureuse. Oui. Quand les enfants ont 18, 20 ans, 21 ans, 25 ans, je sais pas, qui sont plus vieilles, plus vieux, plus vieilles, s'ils désirent pas, il y a une possibilité de voir s'ils ont un goût de continuer à avoir la belle-mère ou pas. Mais quand on est dans des enfants plus jeunes, bien, ça devient extrêmement délicat. Puis on veut pas les positionner en conflit de loyauté. On veut pas les positionner en aliénation parentale non plus. Tout ça. Donc... moi, ça a été extrêmement dur de perdre Copine dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, Copine? Ma copine. Elle était tellement formidable. Elle est encore sûrement. Copine, ce que je trouvais formidable, c'est qu'elle n'était pas arrivée dans ma vie pour réparer quelque chose ou pour me donner l'enfant que je n'avais pas eu ou tout ça. C'était un lien vraiment unique. Des fois, j'y disais, hey, c'est plate qu'on a genre 40 ans de différence. Là, c'était une jeune fille qui venait au cinéma avec moi, au théâtre. Je l'amenais au musée, je l'amenais sur la montagne. On parlait en chinois, je sais pas. On faisait tout le temps plein d'affaires. On était tout le temps... Quand on était beaucoup, beaucoup ensemble. Et je l'amenais... je me rappelle une fois, je l'avais amenée parce qu'elle écoutait Révolution, c'est une émission de danse. Oui. OK? Puis elle m'avait parlé, tu sais, copine, il y a un tel de Révolution qui fait un spectacle. Que moi, je m'en vais checker ça, là. Puis il jouait, je pense, à 5e salle. Que je dis, ouais, copine, on va aller voir ton danseur dont j'oublie le nom. Mais c'était de la danse contemporaine. Il était tout nu, le gars. Que là, copine, elle était comme ça. Elle me tenait la petite main, là. Elle avait sa petite main potelée. Puis là, lui, il dansait tout nu, puis tout. Que là, elle dit, on peut-tu partir à l'entraque? Que je dis, oui, on va partir à l'entraque. Puis là, après ça, j'ai expliqué. Copine, en danse contemporaine, ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de costume. Là, tu niaises-tu, copine? Que là, je te dis, oui, je te niaise. Il y avait beaucoup d'humour aussi. Donc, j'avais énormément d'amour. Et j'ai encore, parce que j'y pense à tous les jours. Copine, j'y pense à tous les jours. Tu sais, la séparation, c'est que est-ce que tu as eu l'occasion
comme donné le au revoir que tu avais envie? Est-ce que ça s'est passé comme tu l'aurais souhaité? Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est revus 2 fois, le 1er février et le 1er juin. Et après ça, elle a souhaité une pause. Donc, son père m'a exprimé que copine vous souhaitait une pause. Donc, j'ai accepté ça. J'en parle dans les 12 mois les 12 mois de l'année qu'elle souhaite une pause. Puis, il n'y a pas autre manière de dire OK. Je dis, c'est ça. Pas. Donc, c'est ça. Tu n'as jamais eu le vrai bye-bye. Ben, peut-être qu'on va se revoir. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est un point final. Pas morte. C'est comme un point-virgule. Ouais, il y a une suite à ça. Je suis pas morte encore, puis elle continue de grandir. C'est ça, exactement. Donc, quand elle aura 18, 20, 21 ans, je me manifesterai ou elle se manifestera ou tout ça va juste Parce que, tu sais, on entend tellement des histoires difficiles. Aussi dans la relation, tu sais, il y a Kim Ross qui est venue il y a quelques mois ici, qui a vraiment rendu hommage à la femme de son père, à sa belle-mère. Elle a dit, moi, j'ai 3 parents. Tu sais, j'en ai 3 parents, puis si mon père décède, ben elle sera toujours dans nos vies. Tu sais, on l'a rassurée. Elle aussi, elle n'a pas d'enfant. C'est elle qui nous a éduqués. C'est elle. Malgré qu'il n'y a pas de lien de sang. Exactement. Ouais, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est des fois un rôle tu viens de dire, c'est un rôle qui est difficile, c'est un rôle où tu contrôles pas grand-chose. Non. Puis là, avec Capitaine, il y a Lily qui est arrivée. Et Lily avait 15-16 ans quand je suis arrivée dans la vie de Lily. Je suis pas sûre que si Capitaine m'avait dit « j'ai un enfant de 7 ans », je suis pas sûre que j'aurais continué. Parce que moi, j'étais pas réparable, là. C'était... Ah non, je recommence pas l'amour avec quelqu'un d'autre, que ça peut sauter dans 4 ans, puis que je reverrai plus, là. Là, elle était adolescente. Et ça n'a pas été, contrairement à Copine, un coup de foudre. Ça s'est bâti doucement. Maintenant, Lilette, je l'appelle Lilette, c'est ma Lilette. Lilette, il y a une immense affection entre nous deux. Là, elle est à l'université, puis là, elle va être sur le campus, puis là, je l'ai aidé à choisir sa chambre. Puis bon, là, je veux dire, on se parle de plein d'affaires, j'y parle de cinéma, puis tout ça. J'ai une super belle relation, et c'est drôle parce que, tu vas comprendre mon tour de manivelle, c'est que petite, je n'ai jamais petite jusqu'à ce jour souhaité d'enfant, mais petite, je souhaitais être grand-mère. Chose que je faisais, c'est impossible. Tu n'auras pas d'enfant, tu peux pas être grand-mère. Et à un moment donné, je suis sur la montagne et je pense à mon capitaine. Puis là, je pense à des belles affaires quand je marche sur la montagne. Je remercie la vie pour telle affaire, telle affaire. Puis là, je pense à Lilette. Puis à un moment donné, je fais, attends, là, si Lily, un jour, a un enfant, je vais être grand-mère. Là, je me suis mal. Là, je suis arrivée chez nous, le capitaine, il fait « Mais qu'est-ce que toi, c'est de beauté? Je peux devenir une grand-mère! » Que là, il fait « Oui. » Lily! Là, je le lis. Puis Lily était là, « Pas de pression, Lily, pas de pression! » Mais là, j'en revenais pas. Je dit, elle va peut-être avoir un petit bébé dodu que je vais pouvoir m'occuper. Donc, c'est très drôle. Mais pourquoi tu voulais être... Attends, qu'est-ce que ça représente pour toi, être grand-mère? Je le sais pas. Ça doit être par le même amour. Je sais pas que pourquoi, dans ma construction de petite fille, être une grand-mère, c'était super, puis être une mère, c'était pas quelque chose que je voulais. C'est quoi la différence? Je sais pas, mais là, je suis folle des enfants. J'arrête les enfants dans la rue, là. Une chance que je suis quelqu'un de connu, parce qu'il y a des gens qui auraient peur, là. Là, je demande, est-ce que je peux m'approcher? Là, les gens me reconnaissent, ils font oui. Ah, les bédaines. Puis là, je suis là. Parce que mais quand je vois que c'est quelqu'un qui risque de pas me reconnaître, je vais pas me pitcher sur un enfant d'un anglophone. Parce qu'il va dire, la madame, elle va pas bien, là. Elle va voler mon bébé. C'est ça, moi, hier soir, je gardais mon petit-fils Henri, là. Il a quel âge, lui? Là, il a 14 mois. Oh, mon Dieu! Puis là, tu vois, hier, là, c'était comme nouveau, là, il interagit vraiment plus, là. Tu sais, il veut que je fasse les choses avec lui, là, tu sais. Puis là, hier, on brassait la soupe. Puis là, je mettais la cuillère, la grosse cuillère, puis il faisait semblant de boire. Tu sais, c'est l'imaginaire. Et là, je trouvais ça le fun parce que, genre, ça, c'est nouveau, là. On tombe dans le monde de l'imaginaire. On peut se raconter des histoires. Puis à un moment donné, je le cherchais, lui, un lit Montessori, là. C'est un lit qui est bas. Il peut rentrer tout seul dans son lit, tu sais. Puis là, il a parti son petit aquarium lumineux. Puis il était couché avec
avec le chat. Là, j'étais OK, tu commences à faire, tu sais, il prend sa petite distance. Ça, c'est nouveau aussi que j'avais pas besoin d'être avec lui. Hey, j'étais, oh wow, ça... Mais on a joué ensemble, là. Moi, ça vient me rebrancher tout le temps, ce que je te parlais par rapport à Mademoiselle C, à l'émerveillement. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut perdre dans la vie, l'émerveillement, cette capacité-là d'émerveillement. Surtout en ce moment. Oui, c'est tellement cynique, c'est tellement difficile, c'est tellement inquiétant. Ouais. Et là, c'est comme si les enfants, c'est des catalyseurs de ces moments-là. Ça fait que, mais être grand-maman, oh wow, quel rôle. Surtout, là, il est en santé, là, tu sais, c'est sûr que ça pourrait être une autre histoire. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Tu comprends, hein? Ouais. Que là, je ne vais pas mettre de pression à Lily, là. Elle a son université. Mais de juste d'y penser, ça te fait du bien. Mais ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Peut-être pour ça que j'ai 5 chats, parce que j'aime ça catiner. Je suis là, je les catine, mes animaux. Je les aime assez, mes animaux. C'est un beau rôle, mais comme tu dis, c'est un quand rôle qui n'est pas facile. C'est ça, quand tu t'attaches. C'est un rôle éjectable. C'est un rôle éjectable. Puis aussi, c'est un rôle qui peut être aussi très confrontant des fois pour des parents ou pour soi-même. C'est que des fois, il faut être là, mais pas toujours. Il faut savoir se retirer dans certains enjeux. Puis là, c'est ça qui est tough, parce que des fois, tu as de l'affection pour les enfants, puis là, tu vois quelque chose qui te révolte, et là, ben, on te le rappelle, c'est pas ton enfant, là. Que là, il faut que tu te replaces, là, puis hey, wow, tu reviens. Donc, c'est un rôle qui demande beaucoup de maturité. Je te dirais que j'ai pas toujours eu avec Copine. J'ai pas toujours eu une maturité. S'il y a des choses qui étaient à refaire par rapport à Copine, je parle pas notre lien privé, notre lien à elle et moi. Ça, je pense que j'y ai donné tellement d'amour, puis j'ai essayé de faire découvrir le merveilleux de la création, de tout ça, de l'amener dans des loges, de l'amener partout. Ça, on trottait, ça, c'était super. Mais dans l'organigramme, je pense qu'il y a des fois où j'aurais dû me faire plus discrète. Oui, mais c'est parce qu'il y avait comme une notion d'amour aussi, Vanessa. Oui. C'est plus difficile dans ce sens-là de voir les formes de barrières ou de limites du rôle. Puis j'imagine que ça se définit aussi en fonction des autres parents, tu sais, en fonction des parents. Oh, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'était bien. Moi, je trouvais ça bien ce que vous avez fait d'en parler parce que il y a beaucoup de tristesse silencieuse par rapport à ce rôle-là. Mais c'est très c'est beau ce que tu dis, dans le sens que je me suis rendu compte en écrivant Les 12 mois de Marie, en allant dans les salons du livre, en allant encore là, dans la rue, il y a quelque chose de très, très tabou dans le deuil du beau-parent. Oui. Parce que, et même chez des amis à moi qui sont super fins, là, qui ont dit, Minou, c'est pas ton enfant, là. Là, quand la rupture avec Copine est arrivée, puis que je la voyais plus, puis que j'étais de même, là, ils ont dit, c'est pas ton enfant. Pas ton enfant. Et voyons, c'est pas mal. Ça va se réduire à ça. Tout ça va se réduire à cette phrase-là. Ça me révoltait au bout. Mais c'était pas méchant. Non, mais il essayait de me sortir de là, tu comprends? Mais en même temps, c'est comme un manque de connaissance. Mais ça, il y a de plus en plus, malheureusement, de gens qui se séparent, qui se raccordent et qui se reséparent parce que c'est pas toujours garant. Oui, et c'est ça que alors, il faut être sensible à ça. Puis en même temps, comment tu te protèges de ça? C'est pas simple, je trouve. En tout cas, c'est bon d'en parler et d'être reconnu dans sa douleur. Oui, puis je l'ai vu dans les salons du livre. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, là. Et il y en a, là, même une femme est revenue avec sa belle-fille qu'elle avait perdue, puis qu'elle l'a retrouvée, puis ils sont venus chercher le livre ensemble. Ça, c'est beau, par exemple. Ça, c'était touchant. C'est beau. Ça, il est allé pleurer. La question que je vais choisir, quel type d'amoureuse es-tu? Oh boy, demande à Capitaine. Capitaine, déjà, est-ce que tu l'appelles comme ça aussi chez toi, Capitaine? Ben oui, c'est mon Capitaine Love. OK, tu l'appelles toujours comme ça, Capitaine Love. Tout le monde l'appelle Capitaine Love dans ce temps. C'est bon. Je donne souvent non, pas souvent. Je donne des surnoms aux gens que j'aime. C'est plus fort que moi. Donc, mon Capitaine Love. Quel type d'amoureuse? C'est difficile à répondre parce que ce serait plus à lui à répondre. Mais mais c'est ce que t'es genre à faire des cadeaux, à faire de la bouffe. Oui. Tu sais, c'est quoi, là, ton langage de l'amour, là? Quand tu parlais de ma maternité, mon côté maternel, pas maternité, désolée,
Capitaine, je suis enceinte. Non. C'est drôle ce que tu dis parce que là, j'ai eu un parcours assez houleux dans la vie, émotif, je parle, personnel, avec des enjeux puis tout ça. Puis une fois, Capitaine, il m'a dit, ma petite beauté, si on s'était rencontrés dans trentaine, on se serait fait plein d'enfants. Puis moi, je l'ai regardé puis je dis, mon Capitaine, si on s'était rencontrés dans trentaine, je t'aurais pas vu. T'aurais probablement été... Je dis pas que les amoureux que j'ai eus dans ma trentaine n'étaient pas fins, mais j'aurais pas su faire cette rencontre-là avec cet homme-là. Cet homme-là, c'est normal. Je comprends que je l'ai rencontré dans cinquantaine, tu comprends? Parce que, je vous le jure, là, les amoureux que j'ai eus dans la trentaine, parce que j'ai eu beaucoup d'amoureux, il y en a plusieurs que je vois encore là, qui viennent à Noël chez nous. Là, je veux dire, mais... donc, quelle amoureuse es-tu? Ouais, il pourrait être une bonne gang ici à jaser de ça. Mais je suis quelqu'un, le fait peut-être de vivre à Capcha puis tout ça, je vais gâter en prenant soin. Donc, je vais faire des bons plats. J'ai beaucoup d'attention pour mon amoureux. Ça, je peux parler des faits. J'ai beaucoup d'attention. Je vais y faire son café. Comme là, il est en train de réétudier pour redevenir avocat. Puis là, je vais arriver avec son café. Puis je vais dire, tu veux-tu un petit publi? Tu veux-tu quelque chose? Ça me touche de voir quelqu'un étudier. C'est bien silencieux dans la maison en ce moment. Lily étudie à distance. Puis Capitaine étudie, que j'étais avec des étudiants. C'est très drôle. Donc, ça va passer, je pense, mon amour va passer par des gestes. Tu sais, tantôt, l'humour, on rit beaucoup. Je t'ai coupé, je m'excuse. Non, mais je m'allais dire, tu sais, tantôt, quand tu disais le regard des autres, ouais. Est-ce que ça aussi, en amour, ça a évolué? Parce que, est-ce que tu avais ça aussi avec tes amoureux? Bien sûr. Tu sais, t'existais dans leur regard. Ah oui. Alors que là, tu peux exister sans le regard de Capitaine. Si il était pas là, ça serait un petit gros vide, là. Wow, là, c'est mon Capitaine Love, là. Avec, là, des fois, en plus, à nos âges, on parle de testament, là, puis ces affaires-là, puis de maladies. Ah, mon Dieu. Ah, je suis pas forte. Je suis pas forte quand on parle de ça. J'aime pas ça. Puis, mais il faut en parler. Il faut régler des affaires. On a des maisons ensemble. C'est la première fois que j'ai une maison avec quelqu'un, mettons. OK, vous êtes les deux là, sur le propriétaire. Sinon, j'ai toujours eu ma grande maison dans le ghetto McGill, puis c'était le manoir à Minou. Je veux dire, c'était à la maison Minou, puis là, c'était à moi. Là, c'est la première fois que j'ai un gros investissement comme ça avec quelqu'un. Donc, on dépend mutuellement. C'est ça. Il y avait ça que... Il faut accepter en amour d'être dépendant de l'autre, mais pas dépendant totalement, mais accepter une certaine dépendance envers l'autre. Puis je parle pas juste monétaire, là, je parle de dépendre de l'autre, c'est aussi d'accepter qu'il nous aime avec nos limites, puis avec ses limites, tu comprends? Puis moi, je m'organisais pour être... c'était... Toi, t'étais autonome. J'étais un autogéré, moi. Là. J'étais un autogéré. J'avais quand même mon agent qui m'aidait, Joe, qui a été des années dans ma vie. Que Joe, c'était probablement ma plus longue relation, tu comprends? De confiance. De confiance. Je me rends compte qu'il y avait une partie de moi qui donne facilement confiance, mais il reste un bout où c'est beaucoup plus loin. En bas, oui, c'est ça, je me rends compte. Donc, je pense que Capitaine puis moi, on est dans ça. On est dans une confiance mutuelle, j'espère. Puis c'est ça. Ah, j'ai de la misère à répondre à ta question. Je suis sincèrement désolée. Ben non, c'est ta réponse. Okay. Mais c'est ça, tu m'apparais d'une amoureuse enveloppante. Ben je pense que oui. Je pense qu'il pourrait dire oui. Dis, là, oui. Dans ce que tu me dis, l'impression que... Puis j'aime aussi... être à l'écoute des rêves de mon amoureux. Là, c'est pas là, tu voudrais que ça se réalise? La vie se tournera pas juste autour de moi. Je comprends, oui. Tu comprends? Capitaine, il aimait la Gaspésie, puis j'ai aimé aussi la Gaspésie à travers les yeux du Capitaine. Là, j'ai fait, oui, ça serait une bonne idée, tous les deux, hein? Puis c'est ça. Niveau rouge. Tu vas en piger. Ben, il y en a 4, tu m'en donnes 3. Puis tu vas répondre à une seule question de ce niveau-là. 3, Quel est ton rapport avec la mort? Quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter?
Puis à quel besoin profond ton amoureux répond-il? Mon Dieu! Attends, je vais mettre mes barniques. On vient de changer de niveau, on est dans le rouge. Ouais. Mon rapport avec la mort, ça m'habite beaucoup en ce moment. Mais je te dirais pas d'une façon dépressive. Là. Je suis pas en boule, à capucha, dans mon sofa. Là. Mais sa présence est plus concrète en ce moment. Est-ce que tu as perdu des gens? Est-ce que... Ben, il y a plus de maladies, hein? Il y a beaucoup de maladies autour, hein? Puis là, on tombe dans des âges où c'est pas loin, là, celui qui est tombé malade ou qui... Oui, il y a plus de gens qui meurent, plus de gens malades. Hein? Oui, absolument. C'est ça, là. Puis, donc, elle est plus présente, cette mort-là, autour de moi. Je sais, comme je peux, de célébrer la vie, puis je reste là-dedans. J'essaie de ne pas tomber dans la spin, sinon je vais aller faire une jupe, mais de ne pas tomber dans la spin du... mais le fait peut-être que je suis très amoureuse, puis je sois dans cette construction-là si belle avec cet homme-là, je me dis, s'il fallait qu'il meure, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Pas qu'est-ce que je vais faire tout seul. Je suis capable de me gérer. C'est ma vie sans lui. Oui. C'est ça qui te... Oui, ma vie sans lui. Puis qui me rend triste, puis ma vie est super belle à Cap-Shot, là. Puis là, je fais, fuck, si je tombe malade, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me dis, non, on revient, Marie, on revient, là, on va pas là, on va pas là. Que la mort, pour moi, c'est... J'espère tellement qu'elle arrive tard, mais en dormant. Genre, pas un long solo de drum de maladie qu'on dit « Ah, Minou, elle a été malade pendant 15 ans. » Ah, c'est que je veux pas ça. Là, j'aimerais vraiment là, y aller, puis amener à 90 ans, faire « Attention, d'être revenu d'une montagne de chic-choc, puis dire à mes amis jeunes qui vont avoir à ce moment-là 50, parce que je les ai connus, genre, hey, les jeunes, j'allais faire une sieste, puis amener « Ah ben, câlisse, elle est morte, hostie. Elle est morte, Minou est morte! » Puis là, un peu le sourire aux lèvres, là. Fait que ça serait ta mort. Oh, ça, là, si je peux me rendre le plus en santé longtemps, puis que le cœur arrête pendant que je fais une sieste. Puis si t'avais l'occasion de penser à ton dernier repas, à quoi ça ressemblerait? Oh, mon Dieu! Mon dernier repas. Attends, mon dernier repas. Hey, c'est... Là, la fille qui a eu des troubles alimentaires. Là, est-ce que tu t'en fous? Tu sais, c'est... Non, je m'en foutrais pareil de toute façon. Oui. Je sais pas si tu sais, la musique, qu'est-ce que tu dis? Qui est là? C'est drôle, moi, un peu. Où? Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y aurait pas tant de monde. Je voudrais que ça soit des gens... J'aurais pas besoin de tant d'agitation, je pense. Là, quand on voit ça, les gens là, qui demandent l'aide à mourir, là, ils savent que dimanche à 2h, c'est là que ça se passe. Là. Puis c'est drôle, je parlais de ça, justement. On est allé monter une montagne l'autre fois, capitaine, puis moi, puis j'ai fait... Il y a quelqu'un, une dame, là, une dame qu'on connaissait pas beaucoup, là, qu'on sait qu'elle a demandé l'aide à mourir, puis j'ai fait... Hey, c'est intense. Comment qu'on est la dernière nuit avant cette nuit-là, puis 1 heure avant... Mais je dis, si on est dans la souffrance extrême, ça va être une libération. Donc, j'essaie de penser à ça, mais... Oui, puis il y en a qui font pratiquement leur funérailles de leur vivant aussi. Ouais. Ça, c'est un nouveau marché aussi qui est en train de se développer au Québec. Tu sais, avant, ça n'existait pas. Là, tu sais, et maintenant, c'est des cérémonies et la personne assiste. Elle assiste à sa propre mort. Oui, il y en a qui peuvent le faire. Tu sais, quand tu sais, c'est programmé... tu peux, au moins, t'entends les témoignages, t'entends... Puis en même temps, je me dis, quelqu'un qui, pour des raisons de maladie ou de quelque chose, prévoit l'heure de sa mort, il est convaincu de ne pas mourir seul dans une chambre d'hôpital. Là, comme ça. Il est sûr que les gens qu'il va souhaiter vont être autour de cette personne-là. Ouais.
Donc, il y a quelque chose de beau dans... Oui, puis tu sais, puis ils peuvent changer d'idée jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est rassurant aussi. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié ce bout-là. Oui, parce qu'ils peuvent arriver la journée même, le médecin peut arriver, puis il va dire possible. non, ça sera pas possible. Je pense que c'est Jessica Barker qui était à l'époque à Deux filles le matin. On a fait beaucoup d'émissions sur l'aide médicale à mourir parce que la loi, tu sais, on avait reçu le docteur Lamontagne qui faisait partie de ceux qui ont écrit la loi. En tout cas, c'était... Et je me souviens, elle, c'est sa belle-mère qui a fait la demande. Puis si je me trompe pas, là, désolée, Jessica, si je me trompe, mais il me semble que c'est la 3e fois qu'elle l'a accepté. Ah oui, hein? Oui, c'est ça. Elle était oh non, je me sens bien. Tu sais, donc je vais attendre. Donc, on peut pas comparer, là. Je sais, on peut pas comparer, on va me lancer des roches. Mais quand j'ai accompagné mon chat, OK, mon gros Balou, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup les animaux. Et donc, les animaux ont une immense place dans ma vie. Alors, je veux pas insulter les gens, mais bon, Balou, il avait 19 ans, là, il était temps que ça se passe, là. Puis, ils sont venus à la maison sous son arbre. J'ai tenu sa patte. Puis, j'ai trouvé ça formidable pas formidable, mais j'étais soulagée de savoir qu'il n'était pas tout seul dans le fond de la ruelle quand c'est arrivé, qu'il n'était pas abandonné. Puis, j'ai pu le remercier d'avoir été mon ami pendant toutes ces années-là. Puis, d'y tenir la patte, puis de voir les pupilles qui... Puis de rester là jusqu'à la dernière seconde. Puis là, ils ont fait « OK, Madame Perron, là, vous êtes sûre, là? Vous êtes sûre, là? Il est mort, là, hein? Il est mort, là, hein? Il n'est pas juste endormi. » Ils ont dit « Non, il est parti. » Parfait. Mais j'ai trouvé ça touchant parce que je ne l'ai pas laissé chez le vétérinaire. Puis il n'est pas mort une place où il a fait « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Il était dans un environnement en dessous de son arbre. Donc, je pense que si je me rapporte à Balou, OK, ben s'il faut que je décède, ben j'espère de choisir le lieu, le temps et le moment pour que, comme Balou était en paix. Oui, parce c'est que... weird de faire un lien avec un animal, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ben en fait, non, parce que si tu dis tu l'as accompagné, toi, ça t'a fait du bien de l'accompagner jusqu'à la fin. Et tu sais, on peut le transposer à quelqu'un de proche. Oui, c'est ça. T'es là jusqu'à la fin, tu sais. Tu l'accompagnes dans ce moment-là. Mais moi aussi, je me dis la minute avant, la minute après, tu sais, c'est quand même quelque chose à vivre. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai croisé une amie. J'habitais aux soins palliatifs avec ma mère. Puis je suis sortie chercher quelque chose et j'ai croisé une amie. OK. Puis je croise mon amie, puis elle me dit « Comment tu vas? » Ben, je dis « Écoute, c'est moyen, là. Tu sais, c'est quand même une période difficile. » Elle dit « Moi, elle se met à pleurer. Elle dit « Ma mère m'a appelée hier, puis elle m'a annoncé la date de son décès, puis je l'ai écrit à mon agenda. » Tu sais, parce qu'elle avait demandé l'aide médicale à mourir. Puis elle, à ce moment-là, c'est sûr, là, ça fait 3 ans et demi, mais elle avait l'impression d'être abandonnée. Parce qu'elle disait, elle aurait pu attendre, mais elle choisit là, tu sais, parce que la souffrance était grande, tu sais. On prend pas cette décision-là à la légère. Mais j'ai quand même senti une détresse dans son regard. De dire, là, je vais le vivre dans 14 jours. Je vais vivre ça. Tu sais, il y a quelque chose... puis maintenant, il y a des études sur le deuil quand même qui disent que le deuil de l'aide médicale à mourir pour certaines personnes est quand même complexe. Par rapport à l'abandon, par rapport à... Bien, mon père, moi, il est mort brutalement. Mon père s'est noyé. Donc... Mais je suis plus contente que papa s'est noyé à la pêche que de savoir que papa aurait été des mois, mettons, malade, dans une chambre d'hôpital, lui qui aimait bûcher son bois, qui aimait non, c'est faire ça. ses affaires. C'est sûr que sur le coup, t'en manges une claque en arrière de la tête, tu fais « Ah, attends, wow. Hier, il était vivant. » Puis là, il avait quel âge, ton père? 69. T'es toute jeune. Oui. Que c'est ça. Mais avec le recul, je me dis... Ben, je vais prendre le forfait vieille, en santé et soudain. Je comprends. C'est ça, on va aller le plus loin. Mais tu vois, moi, l'aide médicale à mourir, là, je pense que par rapport à la souffrance, quand tu sais ce qui t'attend, il y a quelque chose de libérateur de savoir que c'est là. Que ça fait partie des possibilités. Oui. Tu sais, moi, j'étais contente pour ça quand cette loi-là est arrivée. Je me disais, c'est une nouvelle possibilité. Oui. On peut y adhérer, oui. On peut la laisser passer. Puis si quelqu'un le demande l'aide médicale à mourir, ben c'est que ça le soulage. Tu sais, c'est comme ça a augmenté nos possibilités. Ah oui, moi aussi, je suis dans la même position que toi. Mais c'est ça. Mais sauf que quand on avance en âge, on dit, mais ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. Puis moi, où est-ce que je paniquais quand je pensais à l'aide médicale à mourir, c'est si un jour un de mes enfants demande l'aide médicale à mourir.
Ah boy, ça, Tu sais, parce que c'est un autre bout, ça. C'est un autre bout. Tu sais, écoute, j'avais J'avais plein... jamais pensé à ça, ouais. J'ai plein d'affaires qui m'ont passé dans la tête. Et là, maintenant, ben, on voit quand même, il y a des années d'expérience d'aide médicale à mourir. Il y a beaucoup plus de demandes que tout ce qu'on avait pensé. Parce que pour les gens, c'est libérateur. Puis surtout, il y a des maladies, tu sais ce qui t'attend va être... Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'es dans ton corps, tu te dis, je veux pas vivre ça, qu'est-ce que tu fais? Et là, ben, on t'offre quand même cette possibilité-là, tu sais. Ça fait que la mort... Célébrons la vie en attendant. Oui, parce qu'on sait que la mort est là. Oui, on le sait. On s'en sortira pas vivant. Toi puis moi, puis tous eux autres, on s'en sortira pas Mais il y vivant. a un ami qui m'avait dit un jour, tu sais quoi, la vie, c'est une maladie mortelle. C'est bon! J'adore ça. Exactement. C'est comme, on est mortel, puis c'est ce qui nous donne le goût de vivre aussi. Ouais. Est-ce que tu es prête au niveau Eros et compagnie? Oui, Tu m'en donnes 4, s'il te plaît, de ce niveau-là. C'est bon. 4? Ah, mais il y en a... Ah non, il y en a un. OK, je pensais qu'il y en avait 4. Nous, on a... Il en manque une. Dans mon entreprise, on a un volet numérique. C'est une plateforme qui s'appelle le Marie Club. Oui, mais je sais, j'ai fait l'affaire des chats. Oui, t'es venu, on a parlé du deuil animalier au Marie Club. Puis c'est comme le slogan, c'est l'humain dans tous ses états. Ah! Pour vrai? Ben ouais, tu comprends que l'humain aille bien, va pas bien, peu importe que ça soit noir en dedans, on veut en parler parce que l'humain, c'est l'humain. T'sais. Donc, ça vaut la peine de parler de tout. Eros et compagnie, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Oh. Quelle est ta définition du désir? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Qu'est-ce que tu... Ah, c'est drôle. Je pense que j'irai avec celle-là. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir sur la sexualité à 20 ans? Oui, je pense que... Parce que... Ah, je sais pas pourquoi j'ai pris ce carte-là, mais... Je pense que j'aurais aimé plus savoir que la sexualité a pas rapport avec l'amour. Puis que je pense que je me suis exposée souvent... J'ai souvent dit dans ma vie, j'en l'ai même mis dans un de mes romans, j'ai le cœur dans Noun. Là, genre, parce que la baise était bonne, ça y est, je pensais que j'étais amoureuse, tu comprends? Puis que des fois, les gars, ils étaient pas amoureux, la baise était juste bien bonne, tu comprends? Puis là, ça me créait des immenses peines d'amour sur 2 pattes que j'étais avec des grosses larmes, grosses, comme ça. Que j'aurais aimé à 20 ans connaître ça intérieurement, que la sexualité et l'amour, c'est pas tout le temps connecté. Puis que tu peux avoir des amants avec qui tu as une sexualité qui va te révéler tout ton éros sans que ton cœur soit impliqué. Toi, mais ça allait un avec l'autre. Là, c'était tout mêlé. Est-ce que c'est parce que tu savais pas c'était quoi l'amour, par exemple? Je sais pas. Bonne question. Mais est-ce que c'est plus féminin ce que tu viens de dire? Je me pose la question. Oui, c'est-à-dire que ça va ensemble. Peut-être, hein? Peut-être que de se donner physiquement, c'est... Parce qu'on dirait... Peut-être que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes... sont différentes. Ont peut-être plus parce qu'on a pratiquement le même âge. Oui, puis comme la religion, peut-être. Oui, puis j'avais l'impression que quand il y avait de la sexualité, il y avait de l'amour. Ben, ça allait ensemble. Ben, ça ne pouvait pas être séparé. Ben, moi aussi. Mais non, on s'est fait avoir. Oui. C'est pas vrai tout ça. Puis ouais. Puis c'est-à-dire qu'on pouvait pas... Quand on parlait de sexualité, on parlait de la sexualité avec nos chums. Mais tu sais, parce que moi, après ça, j'avais des amis qui étaient très libérés, qui parlaient, tu sais, qui avaient du genre là, pourtant, on est né des années 60, Boswell. Oui, mais puis quand même, il y avait... Oui, mais la femme était libérée, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre la pilule, puis, tu sais, avoir des relations sexuelles sans avoir peur de tomber enceinte si c'était pas son souhait. Tu sais, il y avait quand même une liberté par rapport à ça. La femme pouvait décider si elle avait des enfants ou pas, peu importe. Tu sais. Écoute, c'était quelque chose avant, pas de contraception quand même. C'était des méthodes qui n'avaient pas fait leur preuve, là. Ou là, des avortements qui n'avaient aucun sens. Exactement. Pauvre femme. Mais tu sais, je pense que ça a pris quand même quelques années une fois qu'on a pris possession, si on veut, de notre sexualité librement, de dissocier les deux. Ben, c'était peut-être quelque chose qu'il fallait
attends, il y a quelque chose de bon dans notre affaire. OK, check bien ça. Avant, ça devait être ensemble. Ensemble par la religion. C'était automatique. Ça veut dire, c'était pour le meilleur et pour le pire, là. Oui. Là, c'était pour le meilleur et pour le pire. Il y a eu, on voit beaucoup de couples qui n'auraient pas été ensemble plus que tant d'années, ou en tout cas. Puis ils ont fait leur vie, malheureusement, pour eux, ensemble. Puis là, nous, on est arrivés dans cette génération-là de femmes qui se libéraient, que nos mères nous incitaient aussi à soit autonomes, soit libérées, soit ça. Mais c'était une nouvelle éducation, ce bout-là. Ce bout-là, on n'en parlait pas. C'était que de dire non, c'est pas parce que tu baises qu'il va t'aimer. C'est pas parce que tu baises. C'est pas parce que les nuits sont torrides que le déjeuner sera dans la chaleur le lendemain. Tu comprends? Ça se peut qu'il soit parti avant le déjeuner puis qu'il te rappelle plus. Mais c'était toujours associé. Oui. Puis il a fallu que, je dissocie ça. Ça veut pas dire que je suis devenue la grande prêtresse du cul, là, du plateau Mont-Royal, mais j'ai accepté que moi, la sexualité aura toujours un enjeu amoureux. Sera toujours sur une base amoureuse. J'ai pas eu d'amant, moi, dans ma vie. J'ai eu des amoureux. Parce que si t'avais un amant... Ben, je tombe en amour. C'est ça. Donc, t'avais une peine qui venait avec. Puis là, voyons, Minou, voyons. Eh non, mais c'est super quand on baise. Mais Minou, voyons, c'est pas la même affaire. Penses-tu, peut-être si on baise encore mieux, il va m'aimer. Mais non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est quoi la différence? Comment t'as trouvé tes amoureux après? C'est une fois que t'as compris que... Mais j'ai pris plus mon temps. C'est ça. Attends, je dis ça, capitaine, il doit être mort de rire. Attends. Ah non, j'ai pas pris dans mon temps, capitaine. Capitaine, comment tu l'as reconnu, lui? Oh, mon Dieu. Mon beau capitaine d'amour, je l'aime assez. Comment je l'ai reconnu? Oh. On était sur le Mont-Royal, puis... Je sais même pas si j'y ai dit. En tout cas, je vous le dis, c'est pas grave. J'ai pris son bras. On marchait, j'ai pris son bras en marchant. Ah, que j'ai été bien. Ça a tellement vibré. Mais là, je me disais, attends, là, tu veux-tu te taper capitaine? Ou là, ou tu veux aimer? Là, ça va-tu avoir quelque chose? Mais non, on s'aimait. On s'est jamais quittés. Quand t'as tenu ce bras-là? Ouais, on s'est jamais quittés. Ouais. Puis même, il m'a dit quelque chose, là, qu'il y en a qui auraient trouvé vraiment intense, là. Puis je l'ai entendu, puis ça m'a pas fait. Il devait aller avec l'armée canadienne dans un autre pays. Puis ça a pas fonctionné, cette affaire-là, pour plein de raisons qui me concernaient pas, là, qui concernaient le capitaine. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, il m'a parlé de ce projet-là. Puis il a dit, tu sais, je t'ai rencontré ce matin, puis finalement, ça me dérange plus. Là, n'importe qui aurait pu être un peu intense, là. Ça fait 2 heures qu'on se connaît. Puis ça m'a comme juste... OK. Il a dit, c'est peut-être parce qu'il fallait que je te rencontre que je suis pas allée là, finalement. Il m'a dit ça comme de même. Puis en même temps, ces hommes-là là, qui ont été dans des déploiements, mon chum, il était dans le 22, hein. Ça va au front, ce monde-là, là. Il est allé en Afghanistan, puis tout, là. Ça vit des affaires qui ne nous parlent pas toutes, là, les formidables soldats canadiens, hein. Ils ont été pour aider. C'est même pas... En fait, tu sais, comme les pompiers, par exemple, ils sont même pas censés en parler à leur famille. Parce qu'ils veulent pas faut pas que la famille ait peur. Ouais, mais ils ont, habituellement, dans leurs organisations... Ils ont tout ça. Ils ont des personnes à qui parler, mais à l'extérieur, idéalement. Parce que moi, j'avais fait un reportage, à un moment donné, avec des pompiers. Pour un reportage de Noël, on était arrivé avec la bouffe, puis on était dans une caserne. Puis là, ben, ça jase, je pose des questions. À un moment donné, je leur pose cette question-là. Tu sais, comment votre famille vit avec ce que... Tu sais, parce que des fois, ils vont décrocher des gens, tu sais, qui se sont pendus, peu importe. Et là, il y a un silence. Et là, je comprends que je viens de créer un malaise. Et là, il y en a un qui prend la parole et dit « On n'en parle pas. » C'est ça. Parce que ils n'ont pas à savoir ça. Non, puis comme tu dis, ils ont un groupe... Oui, ils ont un groupe de soutien, mais... Ouais. Mais c'est ça, je me suis... Peut-être des fois, peut-être que lui, il s'est permis de dire ça parce qu'il a tellement vécu d'autres affaires qui ont des grands enjeux. C'est que tu l'as pas connu longtemps avant de sortir avec. Non. Non. Je l'ai déshabillé rapidement.
vous êtes reconnu comme, ou bien comme il s'est passé quelque chose de chimique. Là, il y a une chimie des corps, puis il y a une chimie du cœur. Chimie des cœurs, chimie de l'humour, chimie de plein d'affaires. Fait que tu te vois vieillir avec lui. Ah oui, sans aucun doute. J'ai même pas un bémol. J'ai même pas... Puis là, ça va faire 6 ans, là. J'ai même pas un bémol. Même des fois, j'ai dit, oh boy, capitaine, tu dois trouver que je suis pas du monde. Puis il rit. Il rit. Mais non, t'es ma petite beauté. Mais non, c'est ça que je te dis là, quand on parlait de la mort tantôt. Non, moi, je vieillis avec cet homme-là. Là. Je suis bien avec mon capitaine. Là. Ah, je suis tellement ça bien. veut dire, quand on sait qu'on... En tout cas, quand on a un souhait de vieillir avec quelqu'un, on sait qu'on devra prendre soin l'un de l'autre. Ouais. Il y a une bienveillance qui doit s'installer. Déjà là, on prend soin de l'autre. Déjà là. Et c'est ça. Fait que c'est une suite. Oui. Tu sais, parce qu'on va pas en regagnant. T'sais, on veut se garder en santé, mais tu sais, il y a comme un... faut assurer. On sait qu'à un moment donné, il y en a un ou l'autre qui assurera pour l'autre. Oui, puis déjà là, ça s'installe là. Ça s'installe déjà dans les petites choses. C'est déjà là. C'est déjà installé, ce plan-là. Mais on est dans des choses plus petites parce qu'on est dans... Bon, il y a ça. C'est beau ce que tu dis, vraiment. C'est une belle histoire d'amour. Oh, je l'aime assez, moi. Tu vas l'aimer si un jour tu le rencontres. Mais en tout cas, ça donne le goût de le rencontrer. Dernière question, Marie-Chantal. La question opto-réseau. Que représente l'amitié dans ta vie? Ah, l'amitié, c'est ma famille choisie. C'est clair. Ça a toujours été clair. Je crois avoir quand même une bonne fidélité avec mes amis. Mais c'est ma famille choisie. C'est des gens... Il y en a qui, ça fait 35 ans qu'ils sont dans ma vie. Il y en a qui, ça fait 3 ans. Mais il y a certaines personnes... J'aime beaucoup de monde, là. Mais il y a certaines personnes qui ont une place spéciale à l'intérieur de moi, qui ont accès à... Sans que les autres le sachent, là, nécessairement. Et que je sais que ces amis-là, c'est ma famille. Puis... c'est drôle parce que Lily, elle va aller sur le campus à l'Université Laval, là, en administration, puis tout ça. Puis quand j'ai su ça, j'ai dit... Puis elle a 21 ans, puis j'ai dit, Lily, c'est super, parce que elle est enfant unique, Lily. Tu vas bâtir pas juste ton éducation, tu vas bâtir ta famille. C'est pas juste ton réseau de travail. Non. Ça va être ton réseau du cœur. Il y a du monde qui vont te suivre toute ta vie, puis tu vas les suivre toute ta vie. Puis là, à l'École nationale, ça a été ça. Là. J'ai rencontré des amis qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Puis d'autres à travers toute ma vie. Mais l'amitié, pour moi, c'est fondamental. Je sais pas comment je pourrais... Non, je pourrais pas me passer d'amis. Puis c'est ça. Je pourrais pas me passer de ces amis-là. Puis je sais qu'il y a des amis, même quand des fois on peut se pogner là, ou des affaires, là. Si je suis dans marde à Tombouctou, ils vont venir me chercher à Tombouctou. Puis je ferai la même chose. C'est ça, il y a une réciprocité dans ce que tu dis. Oui. Puis est-ce qu'ils vont te voir à Captcha? Oui. Oui, ils viennent me voir à Captcha. Puis c'est vraiment touchant parce que, mettons que tu te vois au théâtre, ben tu te vois une petite demi-heure avant, tu vois le show, puis peut-être, ou dans un 5 à 7, tu vois 2 heures. Là, ils viennent 3, 4 jours. On monte une montagne. On va sur le bord de la mer. On dit rien. On fait un feu. On fait des affaires, mais l'État est là. On est ensemble. Puis c'est... Des fois, il y a des amitiés, je fais « Ah, peut-être que ça appartenait à une autre époque de ma vie, finalement. » Puis c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on se sera pas aimé, mais que ce chapitre-là est clos avec certaines personnes. Et d'autres, je fais « Ah ben non. » Et encore peut-être plus, je fais « Ah, mon Dieu, qu'on s'aime encore beaucoup. » Là, puis on rit, puis tout ça. Que Captcha m'amène à voir certaines... c'est comme si je faisais pas un reset, mais je vois... ça me permet de faire un éclairage sur beaucoup d'amitiés dans ma vie, que je fais aussi que je suis rendue avec ces gens-là, ou c'est quoi encore des points communs, ou tout ça. Merci, Marie-Chantal Perron. Merci, Marie-Claude Barrette. C'était tellement intéressant. T'es vraiment une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. T'es trop smart, puis merci de m'avoir invité à jouer aux cartes. Oui, puis tu vas partir avec ton jeu. Oh mon Dieu! Puis on va t'offrir le jeu de couple avec lequel tu pourras jouer avec ton capitaine. Puis t'as le niveau rose aussi, tu pourras t'amuser aussi. Oh, ça, c'est très drôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là au prochain podcast. Bye-bye.
Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.